Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur ce thème. Et c'est vrai que quand on a trouvé avec Jean-Christophe le thème de l'année et qu'on s'est dit, tiens, mais qui on va pouvoir inviter sur ce thème, j'avoue qu'on n'a pas réfléchi très longtemps pour vous inviter. Et donc, merci beaucoup d'avoir répondu présent. Évidemment, la modernité avait autrefois pour moteur le progrès. Les Lumières, c'était au moins deux choses. C'était le fait qu'on pensait qu'on allait enfin pouvoir séparer la connaissance vraie et puis l'opinion, progrès de la connaissance scientifique. Et la deuxième chose, c'était l'idée d'un progrès hic et nunc, d'un progrès ici et maintenant, d'un progrès possible, d'un progrès politique et social dans cette vie, alors que jusque-là, le progrès était plutôt repoussé à la vie suivante. Souvenez-vous, l'exposition universelle de 1900, parmi les choses que tout le monde venait voir, il y avait la fameuse rue de l'Avenir. La rue de l'Avenir, c'était un pont roulant qui faisait le tour de cette exposition universelle de 1900 dont on a malheureusement plus trace avec un retour. Oui, c'est vrai, mais le fait d'appeler ça rue de l'Avenir, et je trouve, était éloquent. Encore de ce positivisme qui dominait au tout début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, ça défend comment on se place. Un positivisme contient qui dit que l'avenir va être formidable parce que nous avons ces technologies qui vont nous apporter des choses extraordinaires. Évidemment, on a vu passer le XXe siècle. Le XXe siècle, il en a échaudé plus d'un, à raison. Un siècle à la fois hyper technologique et extrêmement évidemment dérangeant, attristant, traumatisant pour l'humanité, si bien que quand on est tous entrés dans le 21e, on n'était peut-être pas tout à fait aussi exalté que pouvaient l'être nos aïeux en 1900. Le 21e siècle semble avoir un regard beaucoup plus blasé, peut-être un peu désabusé, peut-être méfiant vis-à-vis du progrès. Et alors que nos sociétés font face à des crises environnementales, existentielles, que les problèmes de l'omniprésence des écrans semblent aussi considérables que leurs avantages, le mot progrès semble frapper maintenant de suspicion. Pourtant, personne ou très peu de gens renoncent à leur smartphone, aux avancées de la médecine, à l'espoir d'une vie meilleure pour ses enfants. Alors que pouvons-nous espérer? Progrès de quoi? En quoi consiste-t-il? Est-il opposé à des formes de conservatisme? Est-ce que le progrès, c'est forcément brûler ses vaisseaux? Est-ce que c'est tout abandonner? Quel est ce progrès qu'on doit appeler de nos voeux? Sommes-nous condamnés à un progressisme technique sans âme, ou pouvons-nous redéfinir un projet technique? Voilà, pour en débattre, j'ai la grande chance, on a le très grand plaisir de vous recevoir. Je vais commencer par vous, Chantal Delsol. Alors, vous présente-t-on? Évidemment, tout le monde vous connaît, philosophe, vous êtes fondatrice de l'Institut Hannah Arendt en 1993, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. On ne peut pas citer tous vos ouvrages, je cite les derniers, je crois que c'est les derniers, La fin du monde chrétien en 2021 et La renaissance du monde en 2022. Vos œuvres philosophiques portent notamment sur la modernité tardive, la démocratie, le totalitarisme et le populisme, l'école, vous écrivez beaucoup sur l'école, l'universalisme républicain et le libéralisme. Et évidemment, je ne peux pas tout citer. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Pierre-Henri Tavoyot, vous êtes philosophe, vous enseignez à Sorbonne Université, vous êtes président du Collège de philosophie, co-directeur de la collection Nouveau Collège de philosophie chez Grasset. Vos derniers ouvrages, alors encore, j'espère ne pas me tromper, mais Comment gouverner un peuple roi, traité de nouvelle modération en 2019, La morale de cette histoire en 2023. Et vos travaux portent notamment sur la philosophie des Lumières, l'éthique, la philosophie politique contemporaine, notamment les questions aussi éducatives, les âges de la vie et l'art de gouverner. Notre troisième invité, François-Xavier Oliveau. Alors vous êtes essayiste, ingénieur, dirigeant, investisseur. Vous êtes un expert bien connu de Sapiens, puisqu'on a dû publier ensemble quelques notes. Vous avez publié aussi souvent chez Génération Libre, think tank, j'allais dire concurrent et néanmoins ami, non, ami en fait tout court. Hein. La crise de l'abondance en 2017, ouvrage central sur la théorie de la baisse des prix et la gestion de l'abondance technique dont on va parler. L'entreprise post-travail en 2023. Vous avez eu de nombreuses fonctions de direction générale, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'efficacité énergétique. Vous accompagnez aujourd'hui la transition environnementale d'entreprises, notamment d'ETI, au sein d'un fonds dédié à l'investissement durable. Voilà. Et évidemment, vous vous intéressez à l'impact de la technologie et de l'innovation sur l'économie, la société et l'environnement. On va commencer par vous, Chantal Delsol, un petit peu un tour de table préliminaire qui est un peu un état des lieux. Hein.
Le progrès semble une croyance en crise. Je crois qu'on a tous cette impression-là. Le progrès, je commencerai par une question toute simple. Le progrès auquel croyaient nos aïeux est-il le même que celui qui nous enthousiasme aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord dire que nous sommes une civilisation ou culture, on peut dire comme on veut, qui croit au progrès depuis le début. Hein. Puisque finalement nous sommes deux cultures engoncées l'une dans l'autre, d'abord la chrétienne, ensuite la révolutionnaire. Mais la révolutionnaire reprend celle chrétienne tout en la déshabillant de sa transcendance, mais reprend l'idée du progrès qui a toujours existé chez nous. C'est comme ça que, si vous voulez, l'esclavage a toujours existé partout, mais c'est nous qui l'abolissons et qui incitons les autres à le faire aussi. Les femmes n'ont jamais été émancipées nulle part. Il suffit de regarder les définitions du yin et du yang en Chine, mais c'est ici qu'elles s'émancipent. Donc tout ça, ce sont des progrès qui nous paraissent à nous évidents. Et j'allais dire ça fonctionne, et en plus on essaye d'en persuader les autres, ce qui marche assez souvent. Mais ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est que nous avons eu les idéologies totalitaires, et notamment ici, dans ce cadre-là, le communisme, qui a élevé le progrès avec un petit p au rang du progrès avec un grand P, c'est-à-dire que le progrès est devenu les lendemains qui chantent. Alors quand on dit ça à des gens, mettons dans la salle des gens qui ont 30 ans, ils disent, comme mes élèves disaient quand je leur donnais des cours là-dessus, madame, c'est pas vrai qu'on a cru au lendemain qui chante, c'est une folie pareille, les gens sont pas stupides à ce point, mais si, les gens y ont cru très fort, et ils ont été terriblement déçus à la fin. Ce qui fait que l'idée de progrès, d'une certaine façon, je dirais, a été profanée avec l'idéologie communiste. Ça n'empêche que nous avons toujours ça dans la tête. Seulement, comme nous avons déjà accompli les grands progrès très importants, qui étaient l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des femmes, par exemple, nous en sommes à gratter des petits progrès, les uns derrière les autres, mais qui sont toujours considérés comme tels. Et je donnerai comme exemple simplement les réformes sociétales, actuellement, qui sont donnés vraiment comme des progrès et qui sont défendus bec et ongle, voire même parfois par une minorité, mais comme des progrès. Si vous regardez ce qu'on appelle le délit d'entrave, ce que moi j'appelle un délit de conscience, on n'a pas le droit d'avoir la conscience d'être contre et de le dire, le délit d'entrave, c'est vraiment une expression d'un progrès défendu, j'allais dire presque parfois avec fanatisme. Donc nous sommes toujours, alors après on peut discuter pour savoir, vous avez parlé du clonage tout à l'heure, savoir si le clonage est un progrès, c'est-à-dire une amélioration, savoir si des lois sur l'euthanasie ou le suicide assisté seraient un progrès, on peut en discuter. Ça n'empêche que ce sont des lois qui sont défendues comme des progrès. Donc véritablement ça existe. On a même un camp qui explique qu'il est celui du progrès par opposition aux autres. Absolument. Qui sont donc en miroir, qui ne pas censés être issus du progrès. Oui, bien sûr, bien sûr. Pierre-Henri Tavoyot, face au progrès, on a l'impression qu'il nous faut choisir entre deux positions ennemies. Celle du progrès accompli au prix de la table rase, ou celle d'un conservatisme pour lequel le vrai progrès, c'est le retour en arrière. Donc une sorte de progrès paradoxal. Est-ce qu'on peut sortir de ce dualisme? Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'étudier les positions philosophiques par rapport au progrès. Juste une petite remarque, parce qu'il faut vraiment, dans le prolongement de ce que dit Chantal Delsol, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que dans l'histoire de l'humanité, notre croyance dans le progrès est vraiment une petite goutte d'eau. C'est-à-dire que pendant l'immense partie de l'histoire de l'humanité, le progrès a été perçu comme une catastrophe absolue. C'est ce qu'il fallait absolument éviter. Dans les sociétés qu'on appelle les sociétés traditionnelles, il y avait un message, c'est très exotique pour nous, un message extrêmement clair. Nous avons eu des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos lois, nos valeurs, nos normes. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'hériter, d'imiter et de répéter. Surtout de ne pas innover. Et dès qu'il y avait un petit jeune qui arrivait dans la salle en disant « j'ai une idée géniale », on essayait de le neutraliser. S'il insistait, on le massacrait. Voilà, donc on explique. Et ce que je veux dire par là, c'est que la très grande lenteur, à nos yeux, du progrès dans l'histoire, très grande lenteur, c'est pas quelque chose qui devrait nous faire penser que les anciens étaient des abrutis. C'est pas des abrutis, c'est toute l'énergie sociale consiste à empêcher le progrès d'advenir. Pour une raison d'ailleurs assez logique. Le progrès, c'est du trouble. Le progrès, c'est le bouleversement, le progrès. Et donc, ce qui fait la clé de voûte de la société, c'est la fidélité au passé.
c'est ça qui doit nous nourrir. Alors, il y a un exemple je trouve très parlant et vraiment génial de ça, qui est exprimé dans le livre de Nelson Mandela, Le long chemin vers la liberté. Il le dit d'une acuité totale. Il raconte cette histoire, il dit voilà, moi je viens d'une tribu traditionnelle, je suis fils de roi, voilà. À un moment donné, mon drame de l'histoire, mon père meurt, je suis obligé d'aller chez les Blancs. Il a 10 ans. Et en arrivant dans une famille de Blancs, ce qui le frappe, c'est que les enfants posent des questions et que les adultes y répondent. Pourquoi la nuit est noire? Pourquoi il faut aller se coucher? Enfin, on a tous vécu ça au moment, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut manger sa soupe, etc. Et les adultes y répondent. Ici, dans une société traditionnelle, on ne pose pas de questions. On regarde comment font les anciens, et on fait pareil. On peut dire que dans une bonne part de l'humanité aujourd'hui, encore, cette pression, cette évidence de limitation reste présente. Donc, vraiment, la croyance dans le progrès, c'est quelque chose qui est vraiment très limité dans l'histoire. Alors, effectivement, une fois que les questions sortent du dentifrice, si je puis dire, du tube de dentifrice, c'est très difficile de les faire entrer. Et donc, à partir de là, effectivement, on rentre dans une histoire où, oui, pendant très longtemps, l'histoire a été cyclique. En effet, il y avait des progrès. C'est comme la route de l'avenir. C'est-à-dire, on revient au point de départ. C'est d'ailleurs l'idée première de révolution. L'idée première de révolution, c'est on revient au départ. Donc, il y a des petits progrès apparents. Puis après, voilà. Ce qu'est la vie, d'ailleurs. On grandit. Et puis après, on meurt. Voilà. Et donc, c'est reparti pour un tour. Et c'est ça, d'ailleurs, qui figure pour les Grecs, la figure de l'éternité. L'éternité, c'est pas un dieu éternel. C'est très compliqué d'ailleurs de penser à un dieu éternel, parce que ça veut dire que c'est un dieu qui crée le monde, donc il y a un début quelque part, très compliqué. Non, la figure de l'éternité, c'est qu'il y a une seule chose qui ne change pas dans la nature, c'est que tout croît, tout naît, tout croît, tout meurt. Et ça ne meurt jamais. Voilà, c'est ça la figure de l'éternité. Et donc cette figure de l'éternité, elle est totalement antagonisme avec cette idée qu'il y a un sens de l'histoire. Ou alors c'est un sens circulaire. Voilà, donc c'est ce point-là, vraiment ayons conscience de l'extraordinaire anomalie, au fond, que notre idéologie spontanée constitue, et en effet avec ce paradoxe qu'aujourd'hui nous sommes en matière de progrès, si je puis dire, un peu moins croyants, mais toujours pratiquants. Un peu moins croyants parce qu'on a des doutes sur l'idée de progrès, vous l'avez très bien dit, et puis toujours pratiquants parce qu'on va continuer d'acheter le dernier modèle du téléphone portable en considérant qu'il est mieux que le précédent. Donc moins de croyance et plus de pratique. Et je reviens donc à la question, pardon, après ce long détour, mais très rapidement. Effectivement, il y a une sorte de positionnement philosophique et politique à l'égard du progrès. Disons, dans un premier temps, on a deux positions qui sont des positions assez radicales. La position que j'appellerais révolutionnaire et la position réactionnaire, dont le principe est assez simple. La position révolutionnaire, c'est on va tuer le passé, du passé faisant table rase, voilà, on va tuer le passé. Et la position réactionnaire, c'est on va tuer l'avenir, ou plus exactement, on va faire en sorte que l'avenir, ça soit le passé. Et pour y arriver, on a une logique qui est une logique de conflictualisation du présent. Pour arriver à tuer le passé, il faut conflictualiser le présent, et pour arriver à tuer l'avenir, il faut arriver à conflictualiser le présent, éventuellement d'accélérer les choses. Alors c'est une position effectivement voilà, qui s'est exprimée parfaitement au moment des totalitarismes, le totalitarisme de la lutte des classes ou le totalitarisme de la lutte des races, qui fonctionnait soit au nom d'un avenir radieux, une société sans classe, demain, ou au nom d'un passé mythique, la lutte des races et la pureté initiale, mais c'est cette structure qui constitue la base. Alors, si on sort des deux excès de ces positions, on a des positions de repli qui, effectivement, nourrissent le débat intellectuel aujourd'hui. Je le dirais de manière très simple, il y a la position qu'on peut appeler conservatrice et la position réformiste. Ces deux positions, alors moi, on nous demande souvent de nous situer. On dirait, est-ce que vous êtes conservateur ou réformiste? J'ai beaucoup de mal parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de conserver. Par exemple, une jolie nature, par exemple, des liens affectueux au sein de la famille. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de... Et puis, en revanche, plein de choses que j'ai envie de réformer. Donc, j'ai beaucoup de mal à l'égard de cette question, personnellement, de me classer plutôt dans le camp conservateur ou dans le camp réformiste. Mais en tout cas, voilà comment le débat est structuré aujourd'hui. Merci beaucoup. François-Xavier, ce progrès est questionné aujourd'hui comme s'il avait été autrefois en trompe-l'œil, comme si on s'était fait avoir. Parce que c'est vrai que
le bonheur absolu n'est pas là. Mais vous insistez dans vos livres pour qu'on se rende compte à nouveau de ce qu'il a pu représenter comme amélioration, en tout cas au moins matérielle, des conditions de vie, mais en fait d'ailleurs de bonheur, vous le dites. Oui, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a une forme de méfiance du progrès que vous avez tout à fait évoqué, et qui a en même temps des réalités objectives d'amélioration substantielle. Vous avez parlé des améliorations politiques, morales, mais il y a des améliorations matérielles qui sont tout à fait documentées et absolument limpides. Aujourd'hui, un enfant qui naît en RDC ou en Afghanistan a 20 ans d'espérance de vie en plus qu'un Français du début du XXe siècle. On avait pendant longtemps, en fait, on a vécu à une ère de la rareté pratiquement jusqu'au début de la révolution industrielle, où en gros, l'économie consistait à se partager un gâteau qui était à peu près constant entre la population qui vivait. Et d'ailleurs, l'une des plus grandes hausses de salaire que l'histoire ait connue, c'était c'était après la peste noire. Il y a eu beaucoup de morts et donc les salaires ont augmenté et le niveau de vie après la peste noire est l'un des plus élevés de l'histoire avant l'histoire moderne. Donc on se partageait un gâteau et en fait on a inventé à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, une nouvelle façon de créer de la richesse et notamment qui s'est appuyée sur les traductions technologiques du progrès. Donc la science qui a été le grand progrès du XVIIIe siècle, la découverte de la science et de la connaissance, l'encyclopédie, qui s'est convertie dans de la technologie au XIXe siècle, qui s'est matérialisée et qui a abouti à des progrès phénoménaux, quelques éléments, mais jusqu'à cette époque-là, un enfant sur 4 meurt avant 5 ans, donc 250 enfants sur 1000. Le chiffre actuel en France, c'est 4 sur 1000. Dans le monde, c'est 35 sur 1000. Aujourd'hui, 90% des enfants sont vaccinés dans le monde. L'accès à l'éducation primaire, c'est à peu près dans ces mêmes eaux-là, y compris pour les filles. Vous parliez d'égalité homme-femme. Aujourd'hui, dans le monde, au niveau de l'éducatif, l'égalité homme-femme, entre les garçons et les filles, est établie. Vous avez un accès à l'électricité et à l'eau pour à peu près 90% également des gens dans le monde. Vous avez, donc vous avez des faits objectifs. Voilà. Aujourd'hui, 10% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'était 80% il y a 2 siècles. Donc on est vraiment sur une amélioration parfaitement objectivée, parfaitement réelle des conditions de vie. Et cette amélioration-là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle est de manière assez claire liée justement au progrès et à sa dimension technologique par un phénomène qui est le phénomène de la baisse des prix. C'est-à-dire que le progrès, en fait, sa grande caractéristique, et tu en as parlé, Olivier, en propos liminaire, c'est de faire baisser les prix et de les faire baisser de plus en plus vite. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 fois moins cher de produire 1 kilo de farine que sous Louis XV. Et donc, on pouvait être envoyé aux galères pour avoir volé un pain. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas. Donc, la loi de Moore, dont vous parliez en propos liminaire, en fait, elle existe pour de nombreux biens. Jean Fourastier avait fait un travail assez intéressant sur l'étude des prix au travers depuis en gros le début du XVIIIe siècle, et c'est très documenté depuis le début du XXe siècle. Mais il montre par exemple, en comparant les prix au début du XXe siècle, vous vous apercevez que une balle de tennis coûte l'équivalent de 70 € aujourd'hui, un camembert autour de 50 €. Un aller simple pour Bordeaux en 3e classe, c'est à peu près 1 600 €. Un vélo, c'est 7 000 €. On travaille pour acheter ces choses-là plusieurs mois pour se payer un aller simple pour Bordeaux ou pour acheter un vélo. Comme on achète aujourd'hui une moto, on achetait à l'époque un vélo. Et on mettait 15 jours pour Bordeaux, depuis Paris. Alors, c'était en train, donc on allait un peu plus vite quand même à l'époque. Là, je suis au début du 20e, là. Je suis au début du 20e. C'est-à-dire que je suis il y a un siècle. Ce sont les prix exprimés en euros actuels que vous verriez il y a un siècle, enfin que vous sentiriez il y a un siècle. Donc cette abondance en fait qui a été créée par le progrès, qui est à la fois une chance, qui est évidemment une chance puisque effectivement, vous l'avez mentionné, les études montrent que les sociétés les plus prospères sont aussi les plus heureuses. C'est pas forcément intuitif, hein, mais quand on demande aux gens sur une échelle de 0 à 10 à combien vous estimez-vous heureux ou quel est votre bien-être, ce sont les pays les plus riches qui en général déclarent qu'ils sont les plus heureux et inversement les plus pauvres qui déclarent qu'ils sont moins heureux. On a parfois cette espèce de mythe de la décroissance qui nous rendrait heureux. Aujourd'hui, les chiffres prouvent le contraire. Donc on a un vrai accès au bonheur. La question, et en tout cas c'est ce que j'essaie de décrire dans mon livre La crise de l'abondance, c'est qu'en fait,
Cette abondance-là, elle crée des crises, et des crises majeures, et des crises qui sont complexes à gérer, et des crises qui sont radicalement nouvelles. Vous en parlez également de la crise de l'information, il y a la crise de l'obésité. Aujourd'hui, on meurt plus d'obésité que de faim dans le monde. Dans le monde, on meurt 3 fois plus d'obésité que de faim. Vous avez une crise de l'environnement qui est une crise de l'excès. On craignait la rareté. Le rapport du Club de Rome en 1972 annonçait la rareté des biens et des ressources. En réalité, le problème n'est pas la rareté, mais la surexploitation, l'excès. Toutes les crises environnementales sont des crises de l'excès. Excès de dioxyde de soufre pour les plus acides, excès de CFC pour le trou dans la couche d'ozone, excès de dioxyde de carbone pour le réchauffement climatique. Donc, ce sont des crises de l'excès. Vous avez une crise de la monnaie avec un excès de dette, on pourra également y revenir. Et puis vous avez cette grande crise humaine que vous décriviez, qui est j'ai la machine qui de plus en plus fait mon travail mieux et mieux que moi et beaucoup plus rapidement. Que va devenir mon travail et comment est-ce qu'on va redistribuer la richesse dans un monde où le travail n'est plus le déterminant de la production de valeur, mais aussi de plus en plus de capital. Donc il y a des questions absolument fondamentales qui sont posées par cette abondance-là, qui sont des crises nouvelles, mais qui sont des crises bien réelles. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, on a quitté l'ère de la rareté progressivement depuis le début du 20e siècle, du 19e siècle. Je pense qu'on arrive dans une ère d'abondance absolument invraisemblable. Et en fait, ça n'est pas qu'une bonne nouvelle. Donc ce progrès-là, qui est un progrès objectivé, est aussi un progrès porteur de crise. Et je pense que c'est ça aussi la tension qu'on a sur la compréhension de qu'est-ce que l'idée de progrès et en fait, est-ce qu'il y a vraiment un progrès. Chantal Delsaude, aidez-nous à comprendre un petit peu justement cette tension. On n'a jamais eu on n'a jamais été avec autant de confort, une si grande santé, tout ce que tu viens de rappeler, François-Xavier. On peut rappeler aussi que fin du 19e, milieu 19e, une parturiente sur 20 y restait. Une parturiente sur 20. Ça paraît totalement fou. Donc des progrès effectifs, incontestables, et pourtant une crise de progrès aujourd'hui. Alors, ce paradoxe est-il dû à peut-être la perte de l'âme du progrès? Est-ce qu'en perdant ça, on a perdu aussi la capacité à viser peut-être l'émancipation de l'homme, viser autre chose qu'une amélioration technique? Est-ce que c'est ça que vous appelez le passage du grand P, du progrès avec un grand P au petit P? Non, le passage du grand P au petit p, c'est la fin des idéologies totalitaires. Pierre-Henri, vous avez raison de dire qu'avec le nazisme, il y avait quelque chose d'assez proche, puisque c'est un retour en arrière, mais c'est toujours une espèce d'utopie. Vous savez, à propos de ce que vous venez de dire sur le progrès, en effet, Emmanuel Mounier avait été en Scandinavie pendant un long voyage après-guerre et il était revenu en disant on a guéri les maladies de la misère, le problème maintenant, ça va être de guérir les maladies du bonheur. Et effectivement, c'est bien ça qui nous pend au nez. Quand vous dites que les Français sont heureux de ce progrès extraordinaire dont vous parlez, vous avez raison. Je pense que c'est pas si vrai que les Français sont heureux. Nous sommes le pays peut-être le plus égalitaire au monde, enfin le pays où il y a le moins peut-être d'écart, le pays développé où il y a le moins d'écart de salaire. Et les Français ont toujours l'impression qu'ils sont dans un pays très inégalitaire, qu'ils sont malheureux comme les pierres, ils sont constamment en train de se plaindre. Donc je ne suis pas sûre que le progrès matériel, qui est une évidence, qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir des hôpitaux comme on en a, je ne suis pas sûre que ça apporte le bonheur. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a quand même quelque chose comme une condition humaine. Moi, je n'aime pas bien dire nature humaine parce que c'est très connoté. C'est un peu essentialiste, comme on dit maintenant. Mais la condition humaine, ça existe. Et finalement, nous sommes des êtres qui ne sont jamais pleinement heureux. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on nous donnera des écoles performantes, c'est d'ailleurs plus le cas, et des hôpitaux performants, et beaucoup d'argent, on va nous rendre heureux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous sommes des êtres complexes. Pierre-Henri Tavoyot, c'est effectivement le fait que nous ne soyons pas heureux malgré toutes ces améliorations. Est-ce que ça peut aussi venir du fait qu'on sait de plus en plus comment innover, mais finalement le pourquoi, la question du pourquoi. Vous avez parlé du passage terrible, redoutable à une vie ou une existence perçue comme étant le retour éternel avec un côté cyclique, mais un côté au moins fermé sur lui-même et rassurant. À partir du moment où vous êtes ouvert, à partir du moment où il y a un sens de l'histoire, quel est le sens vers où va ce sens? Les communistes avaient leur réponse. Et est-ce qu'en fait, c'est pas juste parce que nous n'avons pas la réponse à cette question aujourd'hui que le progrès est en crise?
Oui, c'est un peu l'effet effectivement de l'effondrement des idéologies totalitaires. C'est-à-dire que l'utopie, c'est-à-dire cet avenir qui tentait d'être radieux, même si c'était un retour en arrière, c'est en quelque sorte vraiment dénaturé. Et en fait, on a perdu cet horizon-là. Et du coup, voilà, la question de l'avenir se pose de manière flagrante. Et c'est ça qui nourrit au fond les premières grandes critiques de la logique du progrès. Alors, les choses sont un peu compliquées parce que dans la philosophie des Lumières, c'est vrai, on dit c'est une philosophie du progrès. Il faut faire attention parce qu'il y a dans la philosophie des Lumières des penseurs qui sont des penseurs des Lumières qui ne sont pas des enthousiastes et même peut-être les premiers critiques du progrès, par exemple Rousseau. Rousseau et Voltaire, Rousseau, Voltaire, Diderot, ils sont vraiment pas d'accord sur le sujet. Et il y a même des tensions qui sont importantes. Quand il écrit son discours sur les sciences et les arts, on demande si les sciences et les arts permettent l'amélioration de l'humanité. Et là, très clairement, Rousseau dit non, c'est une catastrophe. Donc il y a déjà quelque chose au sein des Lumières. Il y a une unité des Lumières. C'est la grande thèse du philosophe allemand Ernst Cassirer qui dit ce qui fait l'unité des Lumières, c'est la critique du dogme du péché originel. La critique du dogme du péché originel, c'est-à-dire l'idée qu'on peut faire remonter à Saint-Augustin, mais c'est complexe, une histoire complexe. Si vous voulez, pour dire les choses très simplement et très rapidement, il y a deux manières d'affirmer la grandeur de Dieu. Vous pouvez affirmer la grandeur de Dieu en posant la petitesse humaine, c'est-à-dire la seule manière de... Voilà. Et puis il y a une deuxième manière qui consiste à dire la grandeur de Dieu, c'est de faire grandir les hommes, qui sont déjà grands. Et ça sera par exemple les thèses de Pic de la Mirandole qui dit la grandeur, la dignité de l'homme. Si Dieu est grand, sa créature est grande forcément. Donc voilà. Et c'est cette tension qui pose le problème du progrès au fond, avec cette critique qui émerge progressivement que les progrès apparents sont porteurs de catastrophes sans nom. Et ça, on peut dire que les choses apparaissent autour de la guerre de 14. Je pense que c'est un moment important avec le phénomène de la guerre de 14, c'est-à-dire cette démultiplication industrielle, cette inventivité de production d'armes, mais qui produit un massacre de la population européenne, parfois on dit une guerre civile européenne, complètement sidérant. Et on se dit, mais on est fou. Pour des raisons d'ailleurs de déclenchement de guerre qui sont très étranges en fait. Comme s'il y avait une machine qui s'était enclenchée que personne ne pouvait plus arrêter. Voilà. Et ce modèle-là, c'est effectivement la reprise d'un modèle de Frankenstein, c'est-à-dire qu'on enclenche un processus qu'on ne peut plus arrêter. Personne ne peut plus arrêter. L'idée que notre intelligence humaine s'est totalement définalisée, elle n'a plus de but. Et on est hyper inventif, mais pour la catastrophe. Voilà. Et ça, ce sentiment-là qu'on voit aussi dans le phénomène bureaucratique. Vous voyez, le phénomène bureaucratique, c'est on a un problème, on crée une commission. Cette commission se dit, il faut que j'ai les moyens de travailler. Michel Crozier. Voilà, Michel Crozier. On a besoin de moyens. Donc, progressivement, cette commission qui est censée résoudre un problème ne va plus réfléchir qu'aux moyens pour pouvoir accomplir sa mission, au point d'oublier sa mission. Et elle dit, oui, il nous faut des secrétaires, il nous faut des voyages, il nous faut un budget, etc. Et le truc s'enclenche. Et on a un phénomène assez, pour plein de domaines en France aujourd'hui, on se dit, mais quelle intelligence de notre administration pour rien. Voilà, pour augmenter des contrôles, pour accumuler des règles, des réglementations. Et on a le sentiment que le truc est bloqué. Ça empêche l'action au lieu de réaliser l'action. Et ça, c'est vraiment, je crois, au cœur de la grande critique du progrès, et avec des bons arguments, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, on produit un phénomène qui n'a plus de finalité. Un procès sans sujet, comme disaient les philosophes des années 60, un procès sans sujet, c'est-à-dire on enclenche. C'est comme la croissance, d'ailleurs, la croissance économique, c'est à certains égards. Je partage évidemment l'idée que cette croissance est une bonne chose dans l'ensemble, mais ce n'est pas forcément ce qui l'anime, ce n'est pas sa finalité. Au fond, quand une boîte dit « je dois être en croissance », ce n'est pas se dire « c'est bien », c'est se dire « si je ne l'ai pas, je meurs ». Voilà. C'est comme le paradoxe et la figure du cycliste. Le cycliste est obligé de pédaler, sinon il tombe. Voilà. Peu importe où il va, s'il va dans le mur, il va dans le mur, mais il est obligé de pédaler. Donc, vous voyez, là, la profondeur, d'ailleurs, il ne faut pas du tout négliger cette profondeur de critique du progrès, ce progrès qui est un progrès qui devient totalement définalisé. Au fond, le progrès, c'est le changement vers le mieux, l'innovation, c'est le changement,
Eh bien, si l'innovation ne va pas vers le mieux, ce qui est un jugement moral difficile à identifier, on arrive à quelque chose qui est un processus qui est infernal, non contrôlable, et dans un univers démocratique où la promesse, c'est qu'on doit, nous, peuple, être maître de son destin, c'est exactement le contraire de la promesse démocratique. Oui, j'ai envie de dire, il y a un décalage entre cette image qu'on peut avoir du progrès des Lumières qui est volontaire, construit, collectif et donc positif, et l'image du progrès aujourd'hui, quand on parle technique aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle qu'on n'arrive pas à arrêter, où on a plutôt l'impression qu'on est pris dans un processus kafkaïen. On a plus l'impression d'être dans le procès ou peut-être dans le château de Kafka, c'est-à-dire qu'on fait partie, François-Xavier, d'une sorte de machine qui devient elle-même sa propre légitimité, ou en tout cas qui n'a plus besoin d'être finalisée, qui existe pour elle-même. Et le progrès pour le progrès, finalement, n'est plus le progrès, puisque ce progrès, il doit justement, on a oublié qu'il doit être, qui doit être finalisé très concrètement. Cette amnésie du bonheur, qui est quand même un peu ce sur quoi vous mettez le doigt, hein, on oublie très très rapidement combien c'était mieux. Elle s'excuse un peu parce que de ce bonheur, ce progrès crée aussi de nouveaux problèmes. Des problèmes qui n'étaient pas ceux de nos aïeux. On pourra parler de l'attention, du rapport au savoir, du rapport aux autres. Objectivement, et je fais l'avocat du diable, mais enfin, cette modernité, elle fait que les gens sont plus seuls que jamais, que depuis le Covid, les jeunes sortent moins, voient moins leurs amis en vrai. Il y a des épidémies de dépression, de tentatives de suicide, objectivement, statistiquement. Et pourtant, nous sommes, c'est vrai, matériellement plus riches. Comment arriver à redonner, à remettre du bonheur dans le progrès? Alors, je vais commencer par un petit caveat, ou en tout cas une anecdote assez amusante, mais quand vous demandez à des gens dans à peu près tous les pays du monde s'ils pensent que leurs concitoyens sont heureux, ils répondent en général moyen, autour de 30-40% des gens sont heureux. Quand on leur demande est-ce que vous êtes heureux, ils disent oui, moi je suis heureux à 80%. Et en général, il y a ce décalage qui est assez variable, mais qui est d'au moins 20 à 30 points. Et parfois, je crois que c'est la Corée du Sud, où les gens pensent que 16% des gens sont heureux, mais ils sont à 85% heureux. Enfin, les Sud-Coréens ont ce plus grand écart-là. Mais on a une perception que les gens sont moins heureux que ce qu'ils ne déclarent être en réalité. Ce qui n'empêche pas néanmoins que votre question est évidemment très vraie. Il y a des crises réelles qui sont liées au progrès. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez rappelé la crise de 1914 qui a montré que le progrès n'avait pas que des conséquences positives et qui a été une révélation et la fin d'un positivisme qui avait irrigué cette époque absolument magnifique qui est la fin du 19e et le début du 20e, qui est la belle époque et qui est une époque d'entrepreneuriat en France absolument phénoménale. C'est la Startup Nation, la France à l'époque. C'est une dizaine de groupes du CAC 40 naissent à ce moment-là, du CAC 40 actuel. Et donc, cette espèce de positivisme et d'élan est cassé brutalement par cette boucherie abominable qu'est la guerre de 14 et qui montre que le progrès peut avoir des conséquences négatives. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est même encore plus que ça, c'est que les conséquences positives du progrès portent en elles-mêmes leur propre contraposé, en quelque sorte, leur propre revers de la médaille. Aujourd'hui, c'est merveilleux, les gens ne meurent plus de faim. Oui, mais il y a 40% de prévalence de l'épidémie d'obésité dans le monde et on meurt d'obésité. En fait, les causes de mortalité, par exemple aux États-Unis, sont uniquement des causes de l'excès, excès de stupéfiants, excès de sucre, excès de tabac. Ce sont les trois premières causes de mort évitables aux États-Unis. Donc on meurt de l'excès. Aujourd'hui, l'information, vous en parliez au début, mais à une époque, l'information était rare. C'était le colporteur qui venait dans le village, qui apportait les nouvelles de Versailles après un mois de balade à pied dans la campagne. Aujourd'hui, vous êtes absolument débordé par l'information. Vous avez cette espèce de tsunami cognitif qui vous embarque dans des tonnes de choses, qui sont plus ou moins vraies. Et donc, on se retrouve avec le chiffre que vous citiez, 10% des gens qui pensent que la Terre est plate et un jeune sur 6, parmi eux, qui pense que la Terre est plate. Donc, on est beaucoup plus dans la logique de quelle est l'information que je peux prendre et quel est le tri de l'information que est-ce que je sais. Donc, c'est vraiment une crise de l'abondance qui est liée en fait directement au progrès et aux conséquences positives du progrès. Donc, c'est vraiment le revers de la médaille. Je parlais de la crise de l'environnement tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, ce qui est assez fascinant, c'est que ça n'est pas forcément que le fait que le progrès soit utilisé à des fins négatives, c'est les conséquences de l'utilisation du progrès à des fins positives. Et ça qui, je trouve, est très vertigineux.
Vous parliez de cette impression de ne plus perdre le contrôle. L'image absolue, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil dont on ne sait pas comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'on a fait un truc, on a défini des entrées, on a dit tiens, voilà les sorties qui peuvent arriver, et ce qui se passe dans la boîte noire, c'est de plus en plus hors de contrôle en fait. Donc on a créé une machine, on a créé un Frankenstein qui nous échappe. Et donc ça, effectivement, c'est assez angoissant. Il y a des questions sur la question de l'alignement de l'IA, enfin sur comment est-ce qu'on arrive à garder cette technologie de contrôle. Mais on arrive à un état où effectivement, on est dans un état, dans une abondance qui nous dépasse totalement, qui clairement crée ces problèmes cognitifs et de maladie mentale et de dépression qu'on peut avoir, parce que on a un corps et une société qui est structurée pour la gestion de la rareté. On est fait comme ça, biologiquement et sociologiquement. Toute la société est construite autour de ça. L'économie, au départ, c'est la gestion de la rareté. Et on se retrouve à gérer une abondance et à la gérer à une vitesse qui s'accélère de plus en plus et qui nous dépasse totalement. Donc oui, effectivement, il y a une crise de cette abondance qui est créée par le progrès, qui est monumentale. Ça me donne une transition toute trouvée parce que j'avais envie de parler avec Chantal Delsol. Parmi ces pathologies de l'abondance, du rapport au temps, à la transmission, en lien évidemment avec l'éducation. Peut-on croire au progrès si on ne croit plus à la transmission du passé? Est-ce que l'école doit être le laboratoire du futur ou le sanctuaire de ce qui dure? Pierre-Henri a rappelé avec justesse tout à l'heure que dans la plupart des civilisations, ce qu'on cherche, c'est à garantir le passé, c'est-à-dire les traditions, les coutumes, les rites, les croyances. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que l'éducation, c'est très difficile. Éduquer des enfants, nous le savons tous, c'est très difficile. Et on ne transmet que ce à quoi on croit désespérément. Parce que c'est très difficile de transmettre. Et donc, quand on ne croit à rien, on ne transmet rien. Parce qu'on ne va pas se casser les pieds à transmettre des choses auxquelles on croit seulement à moitié ou au quart. Donc, une population qui ne croit plus à grand-chose ne transmet plus par simple définition, parce que c'est trop compliqué. Et puis, ça rime à rien dans ce cas-là. C'est un peu ce qui explique le déficit d'éducation d'aujourd'hui. C'est que les adultes eux-mêmes ne croient plus à grand-chose finalement. Prenez, prenez les croyances religieuses ou morales. Beaucoup d'adultes vous disent bah oui, j'y crois peut-être un peu. En fait, je suis croyant le matin, mais pas croyant l'après-midi. Bon, dans ce cas-là, on se casse pas la tête avec ses enfants à leur faire croire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que seuls ceux qui croient vraiment en quelque chose vont éduquer leurs enfants et malheureusement, je le regrette parce que je suis française et donc attachée à un certain idéal d'égalité, raisonnable, mais d'égalité tout de même. Je pense que le résultat des courses, ça va être que peu de familles vont éduquer leurs enfants et ceux-là vont constituer une super élite. Et vous aurez à côté un immense peuple analphabète qui ne saura rien, qui croira en rien, à qui on n'aura pas appris à prendre ses leçons d'histoire, parce que finalement, les adultes n'y croient pas suffisamment. Moi, à cet égard, là, sur l'évolution de la société française, je suis assez pessimiste à cause de ça, en ce qui concerne la transmission. François, pardon, Pierre-Henri Tavoyot. Je peux y aller directement. Je peux y aller directement. Donc, parce que c'est un point intéressant. Et alors, j'ai une vision un peu moins sombre. Je voudrais présenter très rapidement pour dire voilà, est-ce qu'il y a une perspective? Et c'est, je pense, le cœur et ce qui nous rapproche, c'est effectivement la question de l'adulte et cet oubli de l'adulte. Vous voyez, quand on est dans une entreprise. Il y a des catégories des ressources humaines dans les entreprises, c'est junior et senior. Junior, c'est trop tôt. Senior, c'est trop tard. Voilà. Il n'y a pas d'adulte dans l'entreprise sur le plan des catégories de ressources humaines. Très étonnant. Donc, je pense qu'il y a dans cette idée d'adulte quelque chose qui est vraiment important sur le plan de l'avenir. Si on se pose cette question toute simple, au fond, pourquoi voulons-nous vivre ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons une clé de voûte de la vie commune? C'est très compliqué parce qu'on voit plein de signes inquiétants et je partage le diagnostic un peu déprimé sur cette question. Si on fait référence aux sociétés du passé, justement, qui avaient des clés de voûte, peut-être qu'elles ne se posaient pas trop la question d'ailleurs, mais elles avaient la réponse. Il y a, disons, 3 grandes réponses qui, sous réserve d'inventaire, il faut être rapide. Une première réponse que je disais tout à l'heure, effectivement, on vit ensemble par fidélité au passé.
Voilà, c'est très clair. Il y a une deuxième grande réponse qui consiste à dire, au fond, ce qui nous fait vivre ensemble, c'est que notre société est en harmonie avec l'ordre du monde. C'est pour ça que pendant très longtemps, les sociétés ont aussi été hiérarchiques. Et ça nous trouble beaucoup, nous, démocrates, on pense que l'égalité est naturelle, mais pendant des millénaires, les gens considéraient que la naissance donnait un rang dans la société, et c'était absolument pas contesté. C'était aussi naturel que l'alternance des jours et des nuits, l'alternance des saisons. Pourquoi? Pour une raison très profonde, parce que la hiérarchie nous disait, eh bien, voilà, on reproduit dans la société l'ordre des choses. Vous voyez, Platon, dans la République, il dit les choses lourdes sont en bas, les choses légères sont en haut. Le corps est constitué comme ça. En bas, il y a l'économique, ce qui nous fait produire et manger et nous reproduire. Au-dessus, il y a thumos, c'est le cœur, c'est la citoyenneté, c'est la politique, c'est sauver la patrie. Puis tout en haut, il y a l'esprit, c'est le plus léger, c'est ce qui doit être au-dessus. C'était à l'époque bénie où les philosophes étaient rois. Voilà, l'économique était tout en bas. Ça a bien changé, hein. Les choses sont un peu inversées, mais bon, je n'ai pas particulièrement de nostalgie pour cette période non plus. Mais voilà, il y avait une organisation du monde, elle paraissait évidente. Et on retrouve ça dans les sociétés aujourd'hui, en Inde, la société de caste, une démocratie avec une société de caste. La troisième réponse, c'est de dire, il y a plus fondamental que le passé, il y a plus fondamental que cet ordre du monde, il y a celui qui a créé l'ordre du monde. Et ce qui fait la clé de voûte de la société, c'est vraiment cette organisation, le fait qu'on collectivement, on fait en sorte que chaque individu se rapproche de Dieu. Voilà, c'est cette idée très forte, une société religieuse. Bon. Ces trois réponses sont entrées en crise, pas en 68, au moment de la Renaissance, c'est-à-dire le moment où il y a plusieurs traditions qui arrivent, donc le passé cesse de faire tradition. Voilà, il y a la tradition païenne, la tradition chrétienne qui réapparaît. L'ordre du monde, eh ben, on ne le voit plus, il n'y a plus rien, Galilée, Kepler, Copernic, voilà, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, donc il n'y a plus d'hierarchie dans l'absolu. On a beau regarder et scruter l'univers, elle ne nous dit rien sur la manière dont on doit organiser les sociétés. Et puis la théologie, les gens sont évidemment croyants, simplement le problème c'est que cette théologie ne nous fait pas vivre ensemble, mais nous fait nous massacrer ensemble. C'est les guerres de religion. Et donc on a une crise qui est la crise moderne, qui est la crise où on se dit, cette question, pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Il n'y a pas de réponse. Et c'est là qu'émerge ce truc extrêmement étrange des sociétés d'individus. Qui, quand on y réfléchit, c'est absurde. Soit il y a de la société, il n'y a pas d'individu, soit il y a de l'individu, il n'y a pas de la société. Sauf si, et voilà ma proposition, sauf si on envisage les choses de manière dynamique. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus à condition que ces individus fabriquent de la société. Et là, non seulement ça peut marcher, mais ça peut marcher très bien, et c'est assez grandiose. D'une certaine façon, notre modernité a réussi, et Chantal le disait tout à l'heure, a réussi le premier processus, c'est-à-dire qu'on a émancipé les individus de ce qu'il y avait de plus contraignant dans la dimension communautaire. Notamment, exemple évident, la femme, qui est devenue, si je puis dire, un adulte comme un autre. Simplement, si on va au bout de ce processus, cet individu-là n'a plus de limite. C'est le passage des droits de l'homme, si je puis dire, aux droits de l'individu, et cet individu va se retourner contre la société qui le fait. D'où la tension très profonde aujourd'hui à faire en sorte de remplir le deuxième élément. L'individu, la société a fait l'individu, il faut désormais que l'individu soit extrêmement attentif au fait qu'il fasse société. Comment s'appelle un individu qui a été fabriqué par la société et qui doit fabriquer de la société? Eh bien, il a ce nom d'adulte. Voilà. Ce qui nous fait vivre ensemble, c'est petite phrase toute bête, mais je pense extrêmement ancrée, simplement il faut la faire émerger, sinon effectivement on peut être pessimiste. Ce qui nous fait vivre ensemble, c'est cette petite idée toute bête de grandir et de faire grandir. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne grandit pas sans faire grandir les autres. On pourrait poser la question ici, c'est une belle question et vous pouvez la poser dans les repas de famille. À quel âge vous êtes-vous senti... Alors d'abord, est-ce que vous êtes adulte? Première question préalable, toujours quelqu'un qui dit non, moi je suis enfant. Bon. Mais à quel âge vous êtes-vous senti adulte? Et c'est intéressant de se poser cette question parce qu'on se dit souvent, il y a un moment donné où je me suis senti adulte quand j'ai considéré que je n'étais plus responsable que de moi, mais aussi des autres, mais aussi d'une association. Et je pense qu'on a là quelque chose d'assez puissant et d'assez riche qui constitue une sorte d'appel vers l'avenir. C'est pour ça que la dénatalité française est un vrai problème.
Parce qu'une démocratie, je ne vois pas comment elle peut fonctionner et durer très longtemps s'il n'y a plus d'enfants à faire grandir. Voilà, ça c'est, je pense, le point extrêmement inquiétant. Mais si on fait ressortir cette idée grandir et faire grandir, et qu'on peut décliner dans différents domaines, si on n'a pas d'enfants, on a une entreprise, on a une association, enfin il y a plein de moyens de grandir et faire grandir, on a là une perspective d'avenir qui est assez forte. C'est pas gagné, mais c'est présent. Et l'avantage énorme, c'est que par rapport aux solutions du passé qui tombaient du ciel, si je puis dire, se grandir et faire grandir, il est en nous. Donc c'est assez solide. La démocratie est le seul régime et la seule civilisation dans toute l'histoire de l'humanité qui a dit tous les humains sont grands, tout le monde peut être adulte, c'est sa grandeur. La démocratie est, cela dit, le seul régime qui exige que nous soyons tous des adultes. Et ça, c'est pas totalement gagné. J'allais dire effectivement que la difficulté, c'est que cette démocratie, elle est très exigeante, et ce monde actuel est très exigeant, car ces technologies qui nous sont données, François-Xavier, on voit bien, et j'en parlais ce matin, elles ont un aspect solaire et puis un aspect nocturne, en quelque sorte. Elles peuvent être utilisées pour le mieux et pour le moins bien, et on le voit aujourd'hui qu'elles ont malheureusement beaucoup de production d'effets négatifs, en particulier, paradoxalement, chez les plus jeunes, qui sont ceux qui en profitent le plus. Est-ce qu'on peut réenchanter le progrès? Est-ce que ça passe, comme dit Pierre-Henri, par l'idée de retrouver le devoir qui a peut-être un peu disparu pour un individu de contribuer à la société? Alors qu'autrefois, c'était absolument normal. Aujourd'hui, on estime que c'est à la société de me protéger, d'accepter qui je suis, de se régler sur mes propres lubies. Est-ce que c'est pas la deuxième partie de cette équation qui nous manque le plus? Et c'est vrai que j'allais parler de la natalité. Vous ne prenez pas les décisions de la même façon le jour où vous êtes parent et que vous vous projetez dans quelque chose d'autre. Est-ce que ce problème du progrès aujourd'hui n'est-il pas, comme on le dit souvent, mais probablement avec raison, le problème de l'individualisme, d'un individualisme égotiste, qui ne se pense plus en dehors de lui-même et de son plaisir immédiat? Il y a effectivement des effets négatifs de ces nouvelles technologies, notamment des effets addictifs, clairement documentés, démontrés, etc., sur les écrans, sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a effectivement des effets particulièrement négatifs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pierre-Henri sur cette logique d'individu qui contribue à la société, parce que je pense qu'il y a aussi une esquisse de solution dans ces technologies dans ce sens-là. Et notamment autour de cette logique d'évolution du travail, on en a parlé, mais finalement, quel est le sens de ma vie si je ne travaille plus? Peut-être qu'il faut qu'on se souvienne de ce qu'était le travail et le non-travail il y a des siècles, puisque finalement, la valeur travail que nous connaissons aujourd'hui est assez récente. C'est-à-dire que la noblesse dans le temps était de ne surtout pas travailler. Et le travail est devenu un levier d'émancipation au 19e siècle. Vous avez, si vous visitez un vaisseau qui est amarré à Dublin et qui a emmené des émigrants dublinois lors de la Grande Famine à la fin des années 1840 vers les États-Unis, vous verrez un petit placard, une affiche qui dit « Le travail aux États-Unis n'est pas dégradant, mais c'est un moyen de s'élever dans la société ». C'est-à-dire qu'il commence à former les gens à cette logique de travail qui est un travail d'accomplissement. Et là, on a ce conflit avec finalement des nouvelles technologies qui vont prendre notre travail. Et moi, je trouverais très intéressant, et je vous pose la question, cher philosophe, est-ce que Hannah Arendt, par exemple, quand elle sépare le travail, l'action et l'œuvre, et qu'elle finalement, elle dit, on a cette logique de travail qui est peut-être plus alimentaire, mais quelque part, il y a aussi cette dimension d'œuvre, cette dimension d'action, donc l'œuvre qui est l'accomplissement et l'action qui est l'engagement politique. Donc quelque part, ce que vous disiez sur l'individu qui va contribuer à la société, est-ce que ce n'est pas autour de ça qu'il faut commencer à repenser la société? C'est-à-dire que finalement, notre colonne vertébrale, notre place dans la société n'est pas de gagner notre vie en travaillant parce qu'il faut créer de la valeur et créer de la richesse collective, ce qui est vraiment la logique d'Adam Smith. Mon intérêt individuel va contribuer à la prospérité. Adam Smith, qui était d'abord un moraliste, mais la richesse des nations, 1776, donc c'est la fin des Lumières, c'est vraiment ce principe de la naissance de l'économie, de dire si je travaille pour moi, alors je travaille pour les autres. Mais finalement, aujourd'hui, où on s'aperçoit que la richesse est de plus en plus créée non pas par le travail mais par le capital, et que vous parliez de robots qui allaient fabriquer des robots, donc on arrive dans cette logique où finalement quelle est ma place dans le monde? Parce que ma place, elle n'est pas autour de cette contribution à la société.
est-ce qu'elle n'est pas autour de cette contribution, cette légitimité d'œuvre et d'action? Et je note d'ailleurs que chez les jeunes, il y a cette envie. Quand vous demandez à un jeune ce qu'il veut faire, il ne vous répond pas tellement en termes de travail en disant je veux faire un métier, je veux avoir une carrière, je veux apprendre un métier. Il dit je veux avoir un impact positif. C'est un déterminant extrêmement fort que vous avez chez les jeunes aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, qui est de dire j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'avoir une vie qui a du sens. Donc je recherche cette logique finalement d'action positive, de contribution sociale. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à faire que à se débarrasser des effets négatifs et néfastes de ces technologies, notamment de ces effets addictifs, de ces effets aliénants. On se souvient de Charlie Chaplin dans les temps modernes en train d'essayer de visser ses boulons et on voit bien en quoi la machine peut devenir complètement aliénante, mais d'arriver à transformer ça en un levier d'émancipation et de dire finalement est-ce que c'est pas quelque part quelque chose qui me libère de cette contrainte de devoir gagner ma vie et finalement qui me donne la possibilité vertigineuse mais réelle de pouvoir contribuer socialement. Comment est-ce qu'on s'organise socialement? Comment est-ce qu'on repense notre société et notamment la façon dont on distribue la richesse, les moyens autour de cette idée d'action en fait. Chantal Delsol, j'ai entendu Hannah Arendt, donc évidemment je me tourne vers vous. Cette abondance est un rapport de plus en plus bizarre à la valeur travail, puisqu'elle est donnée de plus en plus en débit de cette valeur travail, et elle contribue à l'amenuiser. Donc on a l'impression que ce sens de l'effort, auquel vous parliez un petit peu à travers aussi l'éducation, est en train de disparaître. Est-ce que c'est votre sentiment que c'est l'une des causes de cette espèce de malaise contemporain? Non, je pense pas. J'ai pas cette impression. Et, à propos de l'idée de progrès, justement, ce qui rejoint la question que vous posez, il me semble que nous sommes plutôt dans ce cadre-là. Nous allons plutôt vers quelque chose de positif, au sens où toutes les grandes déceptions que nous avons connues, disons, après la Seconde Guerre, à tout point de vue, la guerre civile européenne, la fin des idéologies, ont donné une espèce de nihilisme qui s'est développé, je dirais, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et surtout au début de la deuxième moitié. C'était l'époque de l'absurde, de la révolte, où tout était ridicule, où on riait de tout. C'était Ionesco, c'était Sartre. Enfin, on pourrait multiplier tout ça. Et il y a eu vraiment, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et il y a eu des flopées d'intellectuels qui signaient des pétitions pour dire nous sommes des pédophiles et fiers de l'être. Enfin, ce que j'appelle du nihilisme, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de contraintes nulle part, il n'y a plus de définition de l'humanité, il n'y a plus rien, tout est possible et rien n'est vrai. En fait, c'est ça. Les idéologies totalitaires, c'est ça. Tout est possible et rien n'est vrai. On n'était plus dans le totalitarisme, mais on était dans le nihilisme. Eh bien, cette époque de nihilisme est passée. Nous sommes revenus là-dessus. Nous sommes en train de produire des choses positives. Ça, j'en suis absolument persuadée. Nous ne sommes plus vraiment dans l'ère de l'individu, mais nous abordons à nouveau l'ère de la personne, sans le christianisme qui est en train d'une certaine manière de s'effondrer, de devenir complètement minoritaire. Mais nous reprenons des croyances anciennes du christianisme, même sans la transcendance, et dont la personne. Par exemple, je cite juste un exemple, la revalorisation de la responsabilité. Et ça nous vient de l'écologie. L'écologie est le premier courant qui dit « Ah, nous sommes responsables ». Alors que dans la période du nihilisme, on nous avait toujours dit « Vous n'êtes responsable de rien, vous faites ce que vous voulez, tout ce qui vous tente, vous avez droit à tout, etc. » Maintenant, plus du tout. On dit « Vous allez passer derrière autre chose qui vous dépasse. » Alors là, ça va être l'écologie. Bon, pourquoi pas, hein. Il peut y avoir d'autres choses. Et je pense que nous sommes en train d'aborder une ère de responsabilité, de respect de la personne. La morale du Caire, on peut ricaner, mais c'est pas du tout inintéressant, hein. C'est un retour justement au respect de la personne. C'est plus seulement des individus. On ne peut pas dire nous sommes dans une société d'individus où tout est relatif et où chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout ça. Nous ne sommes pas du tout dans une ère de relativisme. Nous avons des devoirs. On nous dit pas ne vous occupez pas de vos enfants. Alors certainement on s'en occupe mal parce que, comme je dis tout à l'heure, nous n'avons plus de guerre de croyances. Mais il y a quand même, disons, des structures qui reviennent. Ça, je crois. Pierre-Henri Tavoyot, vous
vous avez le même sentiment optimiste, hein, d'ailleurs je note cet optimisme de la fin du relativisme. Le progrès n'est pas seulement l'abolition de toutes les limites, il peut aussi se penser à travers une forme d'héritage, de fidélité, de relation à des choses qui sont stables, alors que le progrès lui-même semble être voué à être l'instabilité par excellence, le changement parfois valorisé pour lui-même. Oui, c'est ça. Je pense qu'on arrive à une situation où... Alors, en France, c'est particulier parce que la France a cette réputation d'être un pays extrêmement pessimiste. Et effectivement, la crise... Mais je dirais qu'une des raisons du pessimisme français, c'est au fond une des vertus de la France, c'est-à-dire que c'est un peuple d'intellectuels. Et je reprends effectivement l'idée que vous disiez, c'est que dans les entretiens qu'on fait, enfin les questionnaires qu'on fait sur le pessimisme, est-ce que vous êtes pessimiste pour la situation de la France? Ah oui, c'est une catastrophe, etc. Et vous-même, non, tout va bien. Et dans les enquêtes sur l'économie du bonheur, qui est un domaine passionnant, Claudia Sénic en France, la brillante représentante, dans cette économie du bonheur, justement, c'est très simple. Hein, on demande aux gens de se classer de 0 à 10, savoir quelle est la note qu'ils font sur leur vie, puis on étudie ça, puis après on corrèle ça avec toute une série de dimensions. Et alors, il y a plein de schémas qui permettent d'expliquer ça, qui disent, voilà, le niveau de bonheur, est-ce que c'est simplement le niveau, on arrive à un niveau suffisant? Un niveau suffisant, ça c'est le premier niveau, c'est à un certain moment on arrive au niveau suffisant, donc le bonheur n'augmente plus, parce qu'on se dit voilà, j'ai un logement, j'ai une famille, un salaire raisonnable, donc au-delà d'un certain point ça n'augmente plus. Ça c'est une thèse d'un économiste. Après il y a l'idée, c'est pas suffisant, c'est la comparaison avec les autres. Cette phrase fameuse qui dit « peu importe que je sois heureux pourvu que les autres ne le soient pas ». Voilà, c'est ça qui compte, c'est l'essentiel. Et donc c'est la comparaison avec les autres qui marque le bonheur. Si les autres sont malheureux, je suis heureux, voilà, même si je suis dans une situation très... Et puis la troisième dimension pour mesurer le bonheur, c'est les perspectives. C'est-à-dire en effet, effectivement, comment on voit l'avenir. Si on est dans une situation où, même très très favorisée, mais on se dit « ça ne va pas s'améliorer », effectivement, la notion de bonheur. Alors, il y a plein d'éléments contre-intuitifs d'ailleurs dans cette manière, parce qu'il y a une fameuse courbe en U dans l'existence humaine, où quand on est petit, on est assez heureux, puis après, ça baisse. Voilà. Quand on est adulte, vraiment, on est au creux de la vague, et puis après, ça remonte. Paradoxalement, voilà, on pourrait dire, plus on vieillit, plus on est heureux, au fond. Alors, dans une situation, tout ça est contesté, il y a plein de schémas différents, et Claudia Sénic a fait des travaux très très pointus sur cette question, et je vous y renvoie, c'est absolument passionnant. Mais voilà, cette idée d'une forme de pessimisme français, pourquoi? Parce qu'on est un peuple d'intellectuels, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est le monde. Et vous voyez, c'est un peu d'ailleurs le trait caractéristique de nous qui sommes philosophes, c'est-à-dire qu'on est forcément pessimiste. C'est-à-dire que si on consacre sa vie à des idées, c'est qu'on est convaincu que les idées peuvent sauver le monde. Mais si ces idées doivent sauver le monde, il faut que le monde aille mal. Sinon, ça ne sert à rien. On est au chômage. Donc, d'une certaine façon, on a un tropisme philosophique au pessimisme. Parce qu'évidemment, si tout va bien, rien n'est à penser. Donc, il y a une espèce... Et je pense que de ce point de vue-là, les Français sont très philosophes, très intellectuels. D'ailleurs, on le voit, vous voyez, quand même, franchement, vendredi après-midi, matin, pardon, va venir assister à une conférence et voir quel autre pays fait ça au monde? Aucun. Les Allemands vont au concert, les Anglais vont au pub, seuls les Français vont dans une conférence de philo. Enfin voilà, donc bravo à vous. Oui, c'est Proust qui disait, ce qui est remarquable avec le bonheur des autres, c'est qu'on y croit. Alors justement, à propos de bonheur, François-Xavier, tu n'ignores pas que c'est Sam Altman qui a financé la plus grande expérience à cette heure de revenu universel inconditionnel. Pourquoi Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, évidemment, qui produit ChatGPT? Pourquoi? Parce qu'il imagine, on comprend bien, que sa technologie, d'une façon ou d'une autre, va nous mener, c'est ça dont j'aimerais parler, à une société de l'oisiveté. Bon. Très intéressant cette étude que vous avez regardée comme moi. Vous avez payé pendant plusieurs années, vous avez donné de l'argent inconditionnellement à des gens. Et vous regardez ce qui se passe. Bon, alors c'est intéressant parce que l'espoir, c'est quoi? C'est que les gens se forment, qui pratiquent plus les arts et qui soient plus heureux. C'est très décevant. Les gens ne se forment pas. Et il y a un effet bonheur, mais c'est très intéressant, il dure 1 an. L'amour dure 3 ans, mais le bonheur dure 1 an.
C'est-à-dire que l'augmentation du bonheur due aux conditions matérielles est reconnue pendant un an, et au bout d'un moment, ce qu'on appelle en anglais, je ne vois pas très bien comment le traduire, the hedonic treadmill. C'est le toboggan hédonique, peut-être, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Qui fait qu'en fait, on revient à son niveau de bonheur initial. Ce qui semble suggérer quelque chose, et je te pose la question. En réalité, notre niveau de bonheur n'est pas corrélé à notre nos situations matérielles. D'ailleurs, on connaît plein de gens qui n'ont pas de problème matériel et qui sont pourtant dépressifs, et des gens qui ont beaucoup de problèmes matériels et qui ne le sont pas du tout. Est-ce que le problème de notre civilisation, c'est pas justement ça? C'est que on ne réfléchit pas tellement aux conditions réelles de notre bonheur. On a pensé trop longtemps que les conditions matérielles étaient les conditions qui suffisaient. Il fallait et il suffisait d'avoir de quoi manger, se chauffer, etc. Et puis on constate que pas du tout. Vaste question. Je vais d'abord rebondir sur ce que disait Pierre-Henri sur le pessimisme. Je vous invite à lire un livre absolument remarquable de Hans Rosling qui s'appelle Factfulness et qui décrit effectivement cette dimension, à la fois ces progrès absolument incontestables, et il montre en fait, il donne un questionnaire à des gens en disant comment évolue le monde, et que les gens répondent extrêmement mal et de manière extrêmement pessimiste dans le monde entier. Même les Nobel, absolument, indépendamment de leur niveau de formation, indépendamment de leur âge, indépendamment de leur pays. Ils montrent même que dans la plupart des cas, ils sont moins bons que des chimpanzés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 3 questions, et qu'un chimpanzé qui prendrait au hasard l'une des 3 questions aurait un meilleur score que la plupart des gens, tellement les gens sont pessimistes et ont un biais de négativité. Et l'intérêt du livre, d'ailleurs, c'est qu'à la fois, il explique tous ces éléments de progrès matériel qui sont passés et qui devraient nous donner le bonheur. Et il explique aussi pourquoi est-ce qu'on est systématiquement, on a ces biais de pessimisme et ces biais qui nous poussent à voir les choses négativement. Sur la question du revenu universel, je pense que... alors d'abord, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites sur le revenu universel. Depuis le début des expérimentations sur le revenu universel, c'est les années 70. Le premier qui a poussé l'idée, c'est Richard Nixon aux États-Unis. Donc c'est pas forcément très connu et c'est pas forcément le usual suspect auquel on aurait pensé pour pousser le revenu universel. Mais c'est une idée qui a été poussée par Nixon, qui est d'ailleurs une idée libérale. Hayek et notamment Friedman ont poussé cette logique de revenu socle ou de revenu de liberté. Et l'idée, c'est de dire finalement, on vous donne de l'éducation, de la santé, mais vous avez aussi une espèce de socle minimum qui vous permet de répondre à vos biens matériels les plus élémentaires et qui vous permet d'acquérir une liberté réelle. Dans la logique libérale du revenu universel, c'est vraiment un instrument de liberté. Ça n'est pas un instrument de prospérité, c'est-à-dire que ça n'est pas une logique de dire on va vous donner toute votre richesse matérielle, c'est plutôt une espèce de socle sur lequel vous pouvez construire derrière votre vie professionnelle. Et d'ailleurs, les expériences qui marchent assez bien sont plutôt des expériences avec des revenus universels pas forcément très élevés, mais qui permettent précisément, il y a des expériences qui ont été faites dans les pays en développement où ça permettait d'acheter un vélo, une machine à coudre, qui permettait ensuite de construire sa propre activité avec son micro-capital qu'on développe ensuite et qu'on met en place. Donc, et ça, il y a eu des expérimentations au Canada qui ont été très positives aussi sur le bien-être des gens. Donc il y a pas mal de résultats différents dans ces expérimentations. Ça dépend assez souvent du niveau de redistribution, et en général, il ne faut pas en donner trop pour que ça marche plutôt bien, en fait. C'est assez amusant. Donc il faut plutôt être sur un revenu de base. La vraie question qu'il y a derrière quand même cette question du revenu universel, et c'est celle que pose Sam Altman, c'est finalement comment est-ce qu'on distribue et comment est-ce qu'on distribue la prospérité. On a de l'abondance qui est créée dans des dimensions absolument phénoménales, qui accélèrent de manière considérable, qui va continuer. Je veux dire, demain, le fait d'avoir des voitures sans chauffeur. La voiture sans chauffeur, c'est aujourd'hui un tiers du marché des VTC à San Francisco, 2 ans après le lancement. Ça a été lancé en août 2023. Une voiture sans chauffeur, c'est-à-dire une voiture qui est une voiture telle que vous les connaissez, simplement il n'y a personne au volant. Le volant tourne tout seul et ça vous amène là où vous voulez. C'est aujourd'hui un tiers du marché du VTC à San Francisco après 2 ans. C'est-à-dire que c'est un succès absolument phénoménal. Les gens sont finalement assez contents. Les femmes sont très contentes d'aller dans un taxi où il n'y a pas de chauffeur, et les parents sont très contents de mettre leurs enfants dans un taxi où il n'y a pas de chauffeur. Donc voilà. Mais évidemment, ça pose la question de que vont devenir les chauffeurs. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui des manifestations et des grèves à San Francisco de chauffeurs Uber qui disent mais notre métier disparaît, comme les Ludites cassaient les métiers à tisser en 1815 en Angleterre, parce que ça leur prenait leur métier. Donc il y a cette crainte avec, par rapport aux Ludites, ce que vous décriviez ce matin, c'est-à-dire une vitesse
de transformation absolument phénoménale. Donc on parle des voitures sans chauffeur, on parle de l'énergie avec un coût marginal qui tend vers zéro, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des robots qui sont de plus en plus habiles et qui vont pouvoir fabriquer des robots. Donc il y a cette grande question de dire finalement, cette prospérité, elle est de moins en moins créée par le travail, elle est de plus en plus créée par le capital. Or, toute notre logique de récompense et de contribution à la société, elle est fondée sur le travail. Donc il y a un vrai sujet sur le travail, va-t-il disparaître? Alors, on a l'impression de dire, mais oui, mais finalement, ça fait 2 siècles qu'on dit ça et ça fait 2 siècles que le travail se maintient. Oui et non, c'est-à-dire qu'on travaillait plus de la moitié de son temps éveillé au début du 19e. La loi sur le travail des enfants en 1841, c'est j'interdis aux enfants de moins de 8 ans de travailler, je limite la journée de travail à 8 heures, entre 8 ans et 12 ans, et à partir de 12 ans, c'est tarif adulte, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite, 6 jours par semaine, 12 heures par jour, pas de problème. On travaille donc en gros 50% de sa vie éveillée, on y rentre très tôt, et on meurt quasiment au travail, il n'y a pas de retraite. Aujourd'hui, l'illusion qu'on a, c'est que finalement, il y a toujours autant de travail. Simplement, au cours d'une vie, vous rentrez dans la vie active au bout de 20-25 ans, vous en sortez 20-25 ans avant la fin, vous avez 2 jours de week-end par an, vous avez des RTT, vous avez des... Et donc, en fait, vous travaillez aujourd'hui de l'ordre de 12% de votre temps éveillé, de votre vie éveillée. Alors, vous allez dire, ah non, moi, c'est plus. Oui, ben, faites le calcul, vous serez peut-être à 14. Mais c'est vraiment, en fait, une partie qui devient marginale de notre vie. Autre élément, alors ça c'est la partie travail rémunéré, mais vous travaillez plus longtemps gratuitement que de manière rémunérée. Puis si vous considérez que votre travail, quand vous allez faire des courses, faire de la cuisine, vous vous occupez de vos enfants, de vos parents, vous repeignez votre garage, ça prend plus de temps dans votre vie que la partie rémunérée. Donc vous travaillez plus souvent gratuitement que de manière rémunérée. Et inversement dans vos revenus, au cours d'une vie, vous allez avoir plus de revenus qui sont pas liés à ou quasiment autant maintenant de revenus qui sont pas liés à votre travail que de revenus qui sont liés à votre travail, enfin, du moins directement. C'est-à-dire que vous avez des revenus de remplacement, chômage et retraite qui commencent et capital qui commencent à représenter de l'ordre de 40% de revenus. Donc vous avez en gros la moitié de votre temps de travail qui n'est pas rémunéré et une petite moitié grandissante de vos revenus qui ne sont pas liés au travail. Et je pense que cette séparation va continuer à s'accroître. C'est-à-dire que je pense de plus en plus de votre travail sera non rémunérable par le marché et de vos revenus devront être du coup des revenus qui ne seront pas liés au travail. Donc ça pose la question de cette logique de revenu universel, ça pose la question de comment est-ce qu'on redistribue la richesse si elle est créée par le capital. Et effectivement, l'une des façons les plus neutres et les plus simples de le faire, c'est par un revenu universel. Et toute la difficulté, c'est celle que vous décrivez. C'est comment est-ce qu'on ne rentre pas dans une société de diversité, mais la question n'est pas posée par le revenu universel elle-même. La question est posée par le fait que ce progrès technique n'est pas automatiquement un progrès moral, au contraire, il pose des questions absolument majeures sur comment est-ce que j'intègre et on intègre dans nos sociétés cette révolution qui fait que ce qui structurait notre identité et notre utilité sociale est en train d'être fait par une machine qui nous remplace. Pierre-Henri. Juste un point, parce que dans cette réflexion sur le revenu universel, il y a une dimension souvent ça me frappe beaucoup, qui fait défaut, c'est le fait qu'on ne travaille pas simplement pour gagner sa vie, mais aussi pour être en lien. Et dans les grandes enquêtes passionnantes d'ailleurs sur le travail, sur le capital social, mais pas au sens de Bourdieu, au sens américain, j'oublie l'auteur, Bowling Alone, qui étudie le fait qu'il y a de plus en plus de gens aux États-Unis qui jouent au bowling tout seuls. Donc c'est vraiment le fait qu'on a plus de capital social au capital lien. Cette enquête-là, enfin, les grandes enquêtes régulières, montrent que ce qui fait le bien-être au travail, évidemment, il y a le salaire qui est pris en compte, etc. Mais même dans un bullshit job, dans un boulot de merde, comme on traduit un peu brutalement, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir au travail des gens sur qui on peut compter, voire de meilleurs amis. Et plus encore, d'être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Et ces deux dimensions-là du travail, qui sont des dimensions presque vraiment de l'ordre du salut personnel, enfin, ce qui donne la saveur de la vie, sont des éléments qui sont souvent négligés. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, allez, on donne un statut, on donne un truc. Voilà. Cette dimension du fait qu'on travaille aussi pour ne pas être seul, et particulièrement dans l'univers contemporain où l'épidémie de solitude a tendance à se déployer. Donc je pense que cette dimension-là doit être vraiment intégrée à la réflexion sur le revenu universel. Chantal Delsol. Oui, il me semble quand même que... Enfin, peut-être que l'IA va nous forcer à revenir à un revenu universel, parce qu'il n'y aura plus assez de travail.
Personnellement, je ne le souhaite pas parce que je pense que nous ne sommes pas nous autres les humains ne sommes pas des bûches auxquelles il faut donner juste à manger. Hein. Nous sommes des acteurs et des auteurs foncièrement, c'est-à-dire que nous grandissons par nos actes, hein, par nos inventions qui peuvent être d'ailleurs très, très humbles et petites, peu importe, et par nos actes et par nos projets. Nous ne sommes que des acteurs. En fait, nous ne sommes pas des gens assis par terre qui attendent qu'on leur donne à manger. Sinon, nous sommes tout simplement des enfants éternels. Si vous lacez les chaussures de votre enfant qui a 10 ans, 12 ans, il grandira jamais. Il faut qu'il fasse les choses lui-même. Il le fera peut-être mal au début, mais donc... Et alors, il y a une autre question quand même qui me paraît importante, c'est que vous dites oui, on donne le minimum pour que les gens effectivement aient vraiment de quoi manger, se loger, et puis ensuite ils vont faire quelque chose, mais il faut avoir beaucoup de ressources pour inventer quelque chose à faire quand on n'en a pas absolument besoin. Et finalement, c'est le besoin qui crée l'action. Et qui fait que nous sommes des êtres agissants. Donc si on vous dit tu n'as plus besoin d'agir, invente ce que tu veux, beaucoup de gens n'inventeront rien. Et c'est ce que vous êtes en train de dire quand vous dites au bout d'un an, on ne sait plus quoi faire. Donc moi, ça me paraît très très dangereux. On fabrique des enfants éternels et finalement qui n'auront plus la reconnaissance des autres. Parce que Pierre-Henri a raison de dire on a besoin des autres, on ne grandit que par les autres et par la reconnaissance que les autres nous confère. Et ça vient par l'action et par le travail. Donc je pense que c'est très dangereux de dire voilà un socle et puis après faites ce que vous voulez, allez vous dévouer aux autres, inventez des choses. Non, les gens pour la plupart ne vont pas inventer s'ils n'ont pas vraiment besoin. Ils vont s'asseoir par terre et pleurer sur leur sort. Moi je trouve ça très dangereux. Je voudrais juste rebondir, oui, parce qu'il y a une autre expérimentation du revenu universel que vous connaissez certainement, qui touche 17 millions de personnes, qui est une expérimentation qui est menée en France. Et à partir d'environ 62 ans, 63 ans, 62 ans et 9 mois, vous avez un revenu universel que vous avez acquis par ailleurs en ayant travaillé avant. Mais il y a donc aujourd'hui le passage à la retraite, finalement, c'est la même logique qu'un revenu universel. C'est-à-dire que vous recevez de l'argent qui n'est pas directement lié à votre travail. Et qu'est-ce que la plupart des gens font quand ils reçoivent ce revenu universel? Ils disent « Ah, je vais enfin pouvoir faire du travail. Je vais garder mes enfants. Je mets au défi quiconque à garder ses petits-enfants pendant un mercredi de me dire que ce n'est pas du travail. Je vais aller être bénévole dans une association, donc je vais m'engager, je vais faire de l'action au sens d'Hannah Arendt en disant je vais être dans la société, je vais avoir un rôle politique, je vais mettre mes compétences que j'ai construites au cours de mes professionnels au profit de bénévolat. Je vais aller travailler pour retaper la maison que j'ai achetée, qui est une ruine et qui va me prendre des heures à faire du bricolage. Et donc, en fait, je vais travailler. Et donc, en fait, finalement, cette expérimentation-là, ce sont des gens qui reçoivent un revenu, qui n'est pas un revenu conditionnel, qui pourraient tout à fait décider de ne pas travailler et qui vont travailler. Et donc, la question que vous posez, mais je pense que ça tient aussi à ce que vous disiez, Pierre-Henri, sur la question d'adulte. C'est qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant qui va recevoir un revenu qui va rester un enfant au sens de celui que vous définissez. C'est-à-dire finalement, on est tous des enfants ou des adultes, et à un moment donné, on devient un adulte. Qu'est-ce qui fait qu'on va permettre à nos enfants de passer par ce stade de dire, finalement, je m'accomplis en contribuant, je m'accomplis en travaillant, et quelque part, le fait que ce soit rémunéré ou pas n'est pas tellement le sujet. J'ai une rémunération, mais je vais quand même m'engager dans une façon de contribuer. Et je ne dis pas que la solution est simple, hein, parce qu'effectivement, le fait que beaucoup de gens qui sont à la retraite décident de s'engager et décident de travailler bénévolement, indépendamment d'un revenu, est aussi lié au fait qu'ils ont récupéré un goût du travail dans le fait de travailler avant. Et donc la question qui est beaucoup plus, comment est-ce qu'on arrive à maintenir ou à ramener ces gens dans le monde du travail, qui rejoint aussi les questions que vous disiez, finalement, comment est-ce qu'on peut faire des seniors si on n'a pas de juniors tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on arrive à passer cette étape-là où les gens sont dans cette contribution, dans cet accomplissement dans la contribution, qui vont garder et qui vont continuer à maintenir après. Moi, je vois quand même beaucoup de jeunes, pour donner un petit motif d'espoir. Encore une fois, je vois beaucoup de gens qui ont envie de s'engager et qui ont envie d'être bénévoles et qui resteraient bénévoles si indépendamment du fait, enfin, s'ils avaient un revenu. Mais effectivement, je ne dis pas que c'est automatique. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à construire une société où on va séparer
cette logique, je reprends en Arendt, cette logique d'action, d'une logique rémunérée de travail. Parce qu'on confond beaucoup le travail et la rémunération, mais c'est deux choses complètement différentes. En fait, le fait d'être payé et le fait de travailler, c'est deux choses différentes. J'ai l'impression qu'en vous écoutant, on balance un peu entre de l'optimisme et du pessimisme. De l'optimisme parce qu'on voit très bien les voies pour que le progrès soit, que la fin du travail puisse se surmonter par l'activité. Et puis en même temps, Chantal Delsol, vous êtes assez pessimiste puisque vous expliquez qu'une bonne partie des gens ne suivront pas. Et ça me fait penser au très fameux texte de John Maynard Keynes. Vous savez, dans les années 30, il écrit un tout petit texte très, très marrant, mais assez génial. En français, il est traduit par le titre, c'est Lettre à mes petits-enfants. Alors, c'est pas du tout le titre anglais, mais enfin voilà. Et dedans, il a deux présciences extraordinaires. La première des choses, c'est il dit nous allons vers une société des loisirs. Alors là, les années 30, société des loisirs, franchement, il fallait avoir une assez bonne vista. Il avait raison, parce que nous sommes effectivement aujourd'hui, il avait compris que le travail allait disparaître de nos vies. Et la deuxième chose géniale qu'il dit, c'est que nous ne pouvons pas voir arriver cette ère de l'oisiveté sans effroi, parce que c'est hyper difficile d'occuper son temps libre. En perdant le travail, en perdant ce qui structurait la société, ce qui structurait les vies, ce qui donnait une légitimité, est-ce que beaucoup de gens n'ont pas perdu en fait un sens à la vie qu'ils n'arrivent pas à retrouver par ailleurs? Certains y arrivent très bien. Peut-être quand vous êtes retraité par définition, c'est que vous avez travaillé avant déjà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, quand on dit quand on n'a plus besoin de junior, comment devient-on senior? La première question devrait être comment devient-on adulte déjà, effectivement. Ce qui est un âge bizarre qui n'existe pas vraiment. Sauf quand on l'a et qu'on sait, quand on paye plein pot, ça c'est l'âge où on est adulte. C'est quand tu n'as pas encore de réduction pour l'âge et que tu n'as plus les réductions que tu avais avant. Non, mais sur cette définition de l'adulte, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profond et d'existentiel. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait un petit sondage comme ça pour dire pour vous, c'est quoi les mots qui définissent l'adulte, très rapidement, et ça dans le monde entier, on arrive à trois mots qui dessinent l'expérience, la responsabilité et l'autonomie. Voilà. Ce qui fait un petit système de sagesse, que vous avez l'expérience, c'est le rapport au monde, la responsabilité, c'est le rapport aux autres, et l'autonomie, c'est le rapport à soi. Ça fonctionne assez bien, cette affaire, et c'est quelque chose... Oui, à un moment donné de notre existence, on entre dans l'âge adulte, mais avec aussi le sentiment de ne pas l'être complètement. Si on a l'image de l'adulte tout puissant, tout sachant, celui qui sait tout, non, ça c'est le jeune. Oui, c'est celui à qui on dit « laisse-moi te donner un bon conseil ». Non, je sais. Voilà, ça c'est le jeune. Mais l'adulte, il sait qu'il ne sait pas tout. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, c'est très socratique, l'expérience, c'est le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. Il y a un seuil, ça, dans l'existence, où on se dit, voilà, j'arrive à bricoler, je sais que la vie, c'est pas forcément grandiose, il y a des chocs un peu qui arrivent, des bonnes nouvelles, la naissance des enfants, voilà, puis après, il faut gérer, ou des mauvaises nouvelles, la mort des parents, des drames existentiels, et ça marque l'entrée dans l'âge adulte. Voilà, ça c'est l'expérience. Une fois qu'on a l'expérience, il y a la deuxième dimension, c'est le rapport aux autres, c'est la responsabilité, pas simplement la responsabilité de ses actes. L'enfant, il a bien compris le concept, hein. Quand il fait une bêtise, il va se cacher, donc ça c'est pas le privilège de l'adulte, mais c'est la responsabilité pour autrui. C'est-à-dire que quand on était jeune, nous-mêmes, c'est-à-dire prétendant tout savoir, tout faire, il y a une catégorie philosophique pour ça, ça s'appelle les petits cons ou les petites connes. Voilà, et ben on était. Je ne sais pas que c'était une catégorie officielle. Il y a des gens qui, en dépit de ça, nous ont dit bon, je sais ce que c'est, mais je te mets le pied à l'étrier, donc tu vas avancer. Eh bien, on devient adulte au moment où on se dit c'est notre tour de le faire. C'est notre tour de le faire parce que voilà, on a arrêté de grandir, si je puis dire. Alors le corps fonctionne comme ça, c'est on arrête de grandir puis on commence à s'élargir. L'esprit fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire qu'on pense un peu aux autres, on ralentit un peu. Voilà, c'est ce moment de responsabilité en ce sens-là. Et puis le troisième moment, c'est l'autonomie, c'est-à-dire l'idée que on essaie de se réconcilier un peu avec soi-même en sachant que c'est un cheminement. Et l'âge adulte, c'est au fond un horizon avec cette caractéristique que plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne, mais il nous guide. Ça, je trouve que ça fait assez largement consensus, cette idée dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, et qu'il y a là une ressource même spirituelle pour s'accorder collectivement sur la manière dont doit fonctionner la vie, y compris dans la vie professionnelle. Donc on arrive assez vite à cette définition. Et c'est vrai que ça me désespère de voir que dans le monde de l'entreprise, cet adulte, on l'a oublié. On a envie de bosser avec des adultes, même quand ils sont jeunes, des jeunes adultes, et puis de le rester le plus longtemps possible quand on est dans un monde professionnel. Comme disait Christine Lagarde, y a-t-il un adulte dans la pièce? De plus en plus. J'avais bien envie de parler de ça, justement. Parce que vous en avez touché un mot à l'instant.
Le propre quand même de la démocratie, c'est de dire les citoyens sont adultes. C'est à partir du moment où ils sont adultes qu'on les considère comme des citoyens. Ça, on trouve déjà ça chez Aristote. Et c'est quand même ça nous paraît normal à nous parce que nous avons vécu là-dedans depuis toujours, enfin depuis très longtemps. Mais en réalité, c'est pas du tout normal historiquement. Dans la plupart des sociétés, on considère que les sujets, qui ne sont justement pas des citoyens, ne sont pas adultes. Chez les Chinois, on considère que le gouvernant, et je cite la phrase, est le père et la mère du peuple. Depuis les temps immémoriaux, le gouvernant est le père et la mère du peuple, ce qui signifie que le peuple est considéré comme un enfant. Enfin, les gens sont considérés comme des enfants. Tandis que chez nous, voilà, comme nous sommes dans des démocraties, les citoyens, et c'est justement pour ça qu'ils sont citoyens, sont considérés comme des adultes. Et là, vous venez de citer la phrase des gouvernants européens, et les adultes dans la pièce, ça me paraît très très grave. La démocratie, c'est justement ce régime où on estime que ceux qui votent sont adultes, responsables et capables de parler. Il y a une très belle page là-dessus de Chesterton, qui à mon avis est celui qui a le mieux décrit la démocratie. Il dit être le citoyen d'une démocratie, c'est être un adulte qui est capable de choisir l'éducation de ses enfants et de se moucher le nez. Alors évidemment, il est toujours en train de ridiculiser un petit peu tout, mais ça veut dire vous êtes capable de choisir votre conjoint, d'éduquer vos enfants, de savoir comment il faut les éduquer et de voter, c'est-à-dire de choisir vos gouvernants. Et quand même, on s'éloigne peut-être un peu de notre sujet sur le progrès, quoique, dire qu'on est quand même largement, en France, il y a très longtemps que malheureusement, je trouve qu'on n'est plus vraiment des démocraties parce qu'on ne considère pas que les gens vraiment sont des adultes. Et alors, les gouvernants européens ne considèrent plus que les gens sont véritablement que les citoyens sont véritablement des adultes. Et donc, la crainte du peuple, qui est quand même le fait de beaucoup de nos gouvernants démocratiques, est liée à ça. C'est que vous avez des gouvernants qui ont peur du peuple parce qu'ils considèrent que le peuple se conduit comme un enfant et par conséquent, il ne faudrait plus l'écouter. C'est un petit peu le problème de la cassure de nos démocraties aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est très dommage. C'est pour ça que moi, je défends un gouvernement à la Suisse où véritablement, on pense que les gens ont suffisamment de bon sens pour pouvoir... Les Suisses ici. Pour pouvoir dire ce qu'ils veulent. Je suis un petit peu effrayée, par exemple, par la bibliographie que nous avons actuellement contre le bon sens. Le bon sens est considéré dans beaucoup d'ouvrages actuellement comme une idéologie. Le bon sens, ce n'est pas une idéologie. C'est la manière que chacun peut avoir de considérer le monde. Et on doit toujours écouter ce que les gens disent, ou alors on n'est pas démocrate. Il faut en tirer les conclusions. Henri, je sens que vous avez envie de répondre. Non, mais tout à fait d'accord. C'est vrai que le bon sens, c'est un peu plouc. Donc voilà, c'est à la fois plouc ou idéologique. C'est pas sophistiqué. Non, ça, c'est un vrai défi. Mais je pense qu'il y a des ressources là qui sont très, très puissantes dans cette défense de l'adulte. Et en effet, encore une fois, si on va à Rome, par exemple, à Rome, les seuls majoresses, comme on disait, c'est les majeurs, c'est les pater familias, c'est les pères de famille. Tous les autres sont des enfants. Et la civilisation, je crois que c'est Luc Ferry qui a cette formule, il dit la civilisation, la démocratie, c'est la civilisation des grandes personnes. C'est très puissant, c'est très profond. Civilisation des grandes personnes. C'est-à-dire, l'évangile de la démocratie, c'est tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir, et nous pouvons grandir ensemble. Franchement, c'est beau. Ça donne envie d'aller en démocratie. Et s'il y a quelque chose d'une fierté d'être démocrate aujourd'hui, elle réside dans ce message-là, qui est un message qui est en plus pas du tout achevé, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire sur tous les sujets. Et donc, il y a quelque chose d'assez, on dit, enchantant le progrès. Bah oui, allons-y, c'est ça, le progrès enchanté. C'est réalisons ce programme, et la tâche est infinie. Et là, il y a quelque chose qui, un, est formidable, deux, unit. C'est vraiment ça unit nos familles, ça unit nos associations, ça devrait unir peut-être nos partis politiques, peut-être notre gouvernement, mais voilà, on a là quelque chose qui est extrêmement puissant. Et bien voilà, donc soyons fiers d'être démocrates au lieu de nous détester et de considérer qu'on on arrive là en France avec comble de l'inégalité, sexisme, colonialisme. Oui, bien sûr, la civilisation démocratique l'a été, tout ça. Mais c'est en même temps, dans l'histoire, c'est la seule qui se singularise
par l'émancipation de la femme, comme le disait Chantal au début, par l'abolition de l'esclavagisme. Enfin, c'est hallucinant qu'on fasse reposer sur la civilisation européenne le péché de l'esclavagisme, alors qu'elle est la seule dans toute l'histoire de l'humanité à l'avoir aboli. C'est quand même assez dément, cette inversion. Donc voilà. Donc là, il y a effectivement une sorte de retour de fierté d'être démocrate, mais d'agir pour la démocratie. Parce que voilà, en démocratie, on ne peut pas être fier de ce que l'on est. Voilà. On doit être fier de ce que l'on fait. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, fierté de la défense d'être démocrate. Tout à fait d'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la crise du progrès, c'est la crise de la croyance en nous-mêmes d'abord? J'aime bien cette logique de l'adulte et je trouve qu'il y a une forme de détermination ou de dont-acte de l'âge adulte, et qui est par exemple l'âge du droit de vote. On vous dit à 18 ans, vous êtes en âge de voter. Alors, donc vous êtes adulte sur le plan démocratique. C'est évidemment, ça peut être extrêmement discutable, et vous voyez les électeurs qui restent peu adultes au-delà de 18 ans, et parfois assez longtemps au-delà de 18 ans. Mais il y a ce pari démocratique qui me semble d'ailleurs être le même pari de la part du revenu universel, qui est de dire vous êtes adulte et on vous donne donc des outils d'adultes qui peuvent être le droit de vote, qui peuvent être un certain nombre de droits additionnels, qui peuvent être un minimum pour vivre ou des choses comme ça. Et donc effectivement, il y a cette dimension où on fait le pari, et je crois qu'il faut faire le pari de l'âge adulte. La question, c'est comment est-ce qu'on s'assure effectivement de manière concrète que les gens deviennent adultes. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pour moi lié à l'éducation, qui est un sujet qui va être également extrêmement remis en cause, et que le progrès appelle à remise en cause. Je vous en parlais tout à l'heure avec la question de qu'est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on apprend, avec cette chance incroyable de pouvoir avoir un prof par élève, mais en même temps, finalement, qu'est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on apprend dans le cadre éducatif à devenir adulte. Je pense que c'est une question qui est l'une des questions qui est les plus lourdes et les plus pesantes qui est posée aujourd'hui par le progrès. C'est précisément cette capacité à apprendre à le maîtriser dans un monde où les repères et ce qui caractérisait l'âge adulte, qui était cette capacité à entrer dans une logique de création de richesse et donc de contribution pour soi évidemment, mais aussi pour la société, parce que chaque métier permet de contribuer au bien-être collectif d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on redéfinit ça? Et ça, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Et je pense que pour moi, c'est l'une des questions les plus vertigineuses en fait, qu'on se pose aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on amène à construire, qu'on amène une personne à cet état en fait. Oui, comme le disait Chantal tout à l'heure, autrefois on infantilisait un peuple adulte contre son gré. Aujourd'hui, parfois, on adultise un peuple un peu enfant, justement qui n'est pas assez adulte. C'est tout l'enjeu. Et c'est effectivement ce réflexe du gouvernant, entre guillemets, ou ce réflexe un peu élitiste, mais qui est celui du gouvernement chinois, mais qui est un peu celui de nous tous, en disant mais il faut gouverner. Parfois on dit la France est ingouvernable, mais tant mieux. Moi, je suis très content de pas. J'ai pas du tout envie d'être gouverné. Enfin, c'est pas dans ma liberté individuelle. Je refuse l'idée, ou en tout cas, j'accepte tout à fait l'idée que collectivement, on s'organise pour organiser la liberté et faire que ma liberté ne dépasse pas sur la vôtre et réciproquement. Mais le fait d'être gouverné, c'est-à-dire d'être infantilisé, d'être réduit à qu'on me donne des injonctions dans tous les sens sur ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger, c'est franchement insupportable. Et on est arrivé à un niveau d'infantilisation, justement, parce qu'on part du postulat, on donne des moyens aux gens pour être adultes, mais on part aussi du postulat qu'ils ne le sont pas. Et donc, en fait, derrière, on va avoir des injonctions qui deviennent assez lourdes et qui sont, que je trouve aujourd'hui très dangereuses et particulièrement insupportables en tant que citoyen. Chantal, vous vouliez réagir? Je pense qu'il vaut toujours mieux adultiser, comme vous dites, inventant ainsi une sorte de mot Oui, nouveau. on peut se faire quelques néologismes. Plutôt que d'infantiliser. Considérer les gens comme des adultes quand ils doivent l'être, c'est aussi un risque. Et de même que d'ailleurs quand l'enfant grandit, vous dites bon, il a 14 ans, est-ce qu'il est capable de prendre un avion tout seul pour aller à New York? Bon, on estime que l'enfant est capable, on court un risque. Mais on court toujours des risques, et nos gouvernants ne veulent plus courir de risques. Non, mais notre peuple n'est pas capable
Parce que on veut absolument que tout le monde soit en excellente santé, que tout le monde soit complètement prudent. On veut plus que les gens tombent malades, on veut plus qu'il y ait de morts sur les routes. Donc finalement, on ne court jamais aucun risque, donc on infantilise. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, vous étiez en train de parler tout à l'heure de la question de se mettre en cause. Est-ce que je peux parler de ça parce que là, je pense qu'il y a une question qui correspond aussi un petit peu avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Notre culture se met en cause par définition parce qu'au départ, elle invente l'idée de vérité. Dans toutes les autres civilisations, vous avez des mythes. Chez nous aussi, il y en a des mythes, bien sûr. Mais l'idée de vérité apparaît il y a très longtemps, à la fois chez les Grecs anciens et puis chez les judéo-chrétiens. Avec la notion de vérité vient la notion de mise en cause, de doute, et par conséquent de mise en cause de soi. C'est pour ça qu'on voit se développer la mise en cause de soi dans notre religion, dans notre civilisation. Donc finalement, le fait de, comme disait Pierre-Henri tout à l'heure, de se mettre en cause parce que nous avons esclavagé, c'est tout à fait particulier à notre civilisation parce que nous connaissons l'idée de vérité. Les autres civilisations esclavagisent aussi, mais ne se mettent pas en cause, parce qu'elles vivent davantage dans le mythe que dans la vérité, enfin en tout cas jusqu'à une période récente. Ça me fait aussi penser au Baudet de la fable, vous savez, le seul, les animaux malades de la peste, et puis c'est le seul qui dit bah oui, peut-être que j'ai fait quelque chose, et nous on est les seuls à avouer quelque chose alors qu'on est juste le Baudet de la fable, alors que tous les autres n'ont pas ce doute-là. C'est une des caractéristiques d'ailleurs de l'identité européenne, c'est que c'est la formule de Rémi Braque qui dit qu'elle était excentrique, c'est-à-dire son cœur est toujours un peu en dehors d'elle-même, et donc c'est ce regard critique. Quand Échille écrit les Perses, il raconte la victoire grecque, mais du point de vue perse, et donc ce décentrement. Quand vous lisez l'Iliade, quand même les Grecs sont pas forcément très très recommandables. Les beaux héros, ce sont les héros troyens. Voilà. Et donc, en fait, il y a cette dimension d'autocritique qui est évidemment très très saine parce que c'est une dimension réflexive. Mais si je puis dire, il ne faut pas que l'esprit critique devienne une critique de l'esprit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'autodétestation devient une forme d'autodestruction. Et c'est très difficile à ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est très difficile de trouver le point de passage. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, voilà, dans ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire cette idée au fond d'avoir une attitude qui est permise par la modernité occidentale et qui se retourne vers une détestation totale de la modernité occidentale. Au fond, l'idéologie wokiste, si on essaie de la définir rigoureusement, c'est compliqué maintenant avec Trump de le faire, mais c'est parce que, vous voyez, j'ai appris récemment que le banquet de Platon avait été interdit dans une université, mais par l'Église trumpiste. Parce que alors, donc on arrive à des trucs qui sont... parce qu'il y a des homosexuels. Donc, et évidemment, voilà. Donc, du coup, c'est une théorie de genre. Et donc, alors, faut regarder les choses précisément. Je crois que plus exactement, c'est une certaine lecture du banquet qui a été dénoncée, de banquet de Platon. Mais en vérité, le banquet de Platon, il s'est dit, c'est anti-woke. Donc on arrive à un truc délirant, c'est-à-dire que les woke disent il faut interdire, je ne sais pas, par exemple Aristote parce qu'il est esclavagiste, ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais ça ne va pas tarder. Et puis les autres disent, les anti-woke, il faut interdire le banquet de Platon. Donc on arrive à un truc délirant absolu. Non, le point, c'est que le wokisme au sens rigoureux, c'est l'idéologie de la discorde. C'est consiste à dire que la seule manière dont les individus ont à se rapporter les uns par rapport aux autres, c'est la conflictualité. Donc vous êtes soit coupable, soit victime. Vous avez l'impression, vous êtes une femme et quelqu'un vous tient la porte, vous croyez que c'est de la galanterie, pas du tout, c'est du machisme. Vous dites que l'obésité est une maladie, vous êtes grossophobe. Vous considérez que la couleur de la peau n'a aucune importance pour le recrutement, eh bien vous êtes colorblind, c'est-à-dire aveugle à la couleur, etc., etc. Donc les moindres gestes les plus anodins deviennent des gestes de discrimination. Le wokisme, ce n'est pas de dire qu'il y a de la discrimination, dans ce cas-là, moi je suis woke, c'est de dire que tout est discrimination. Voilà, tout est discrimination. C'est ça l'idéologie wokiste. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui tend considérablement les relations, qui produit effectivement une logique de conflictualité à tous les niveaux. Donc c'est ça, cette autodétestation
dans un univers qui effectivement le permet. C'est ça l'espèce de barbarie absolue, essayer d'être woke en Afghanistan. Voilà, ça va être un tout petit peu compliqué. Pourtant, il y aurait là, pour le coup, la dénonciation de discrimination, ça pourrait avoir un sens. C'est cette anomalie, cette contradiction, ce scandale qui, dans un univers hyper protégé, immunisé contre toute critique, constitue, me semble-t-il, vraiment le scandale du wokisme, mais le vrai scandale, pas jouer Trump contre les woke, ça c'est vain. C'est Victor Hugo qui disait que le progrès, c'était la révolution faite à l'amiable. C'est vrai, quand on pense la société comme étant avant tout une zone de conflictualité, on n'a plus de progrès possible, parce qu'il n'y a pas cette révolution à l'amiable qui est possible. Il n'y a que des révolutions conflictuelles. Finalement, le progrès qu'on doit appeler de nos voeux, c'est justement cette capacité à s'entendre, à nouveau avoir un projet commun. J'ai envie de terminer parce que le temps passe, on a commencé un peu plus tôt, et peut-être qu'on pourrait avoir une ou deux questions éventuellement de la salle, mais est-ce qu'il peut y avoir plusieurs progrès? Est-ce qu'il peut y avoir une archipélisation de la notion de progrès? Est-ce qu'on va tous avoir... Le progrès chinois n'est peut-être pas le même que le progrès européen. Le progrès américain aujourd'hui ne semble pas tout à fait le même que le projet européen, que le progrès européen. Ce qui est un relativisme que je confesse, hein, évidemment. Oui, c'est très clair. Typiquement, le progrès chinois, c'est un très bon exemple parce que vous avez effectivement, il y a un progrès économique ou un progrès dans le bien-être et dans le bien-être matériel qui est assez indiscutable. C'est un progrès technologique également majeur puisque la Chine est devenue un leader technologique, nous a complètement dépassé sur un certain nombre de technologies de manière assez spectaculaire et assez rapide. Et il y a en même temps ce déficit démocratique qui est clair et avec une société qui se contrôle. Moi, ce que je trouve effectivement intéressant dans ce modèle-là, qui moi me trouble beaucoup, parce que je suis un libéral pro-économie de marché convaincu et je fais le constat que les pays libres et avec des économies de marché donc, qui ont cette dimension du progrès, qui est un progrès hérité des Lumières et de la vision aussi des économistes libéraux de la fin du 18e et du 19e, qui globalement marche très bien. Il y a quelques exceptions qui sortent, comme effectivement la Chine, et on se demande si la Chine est une exception temporaire où il y a une espèce de modèle de transition qui va derrière finir par devoir basculer vers une démocratie, sauf que ça fait depuis Tiananmen qu'on se dit ça et que ça n'a pas l'air d'être le cas et que on a une logique j'allais dire dystopique, mais qui ressemble presque à l'utopie de Thomas More, enfin avec quelque chose qui est très très réglementé, enfin régenté sur certaines dimensions, avec une forme de liberté et d'entrepreneuriat individuel. Donc moi, effectivement, c'est un modèle qui me perturbe beaucoup dans mes convictions de libéral, je dois dire, et effectivement qui tendrait à suggérer ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a différents progrès et différentes façons de progresser, et qu'en fait l'histoire n'est pas complètement écrite sur le mode de progrès qui va gagner. On va pouvoir continuer cette discussion autour d'un café, mais est-ce qu'il y aurait une question pour nos intervenants? Je crois que voilà, il y a des micros qui circulent. Voilà. Oui. Ça marche. Ça fonctionne? Oui, donc on va arriver dans une période où, comme les retraités dont je fais partie, où on a un espace de liberté énorme. Et j'ai toujours pensé que le moment, le clé de ma vie, ça a été en terminale, lorsqu'on a parlé de liberté. Chaque fois qu'on se retrouve face à une espèce de vide existentiel, on se dit qu'est-ce que je vais faire de mon temps? Et je crois que justement on bascule, et heureusement que vous êtes deux philosophes par rapport à une personne de la techno, parce qu'en fait on se dit on va devoir avoir de plus en plus besoin des philosophes. Expliquez-nous ce que c'est que la liberté, expliquez-nous ce que je dois faire de ce vide. Bonne nouvelle, on va avoir besoin de philosophes. Voilà. Peut-être un mot, c'est effectivement, si on compare le monde ancien et le monde moderne sur le plan de la liberté, imaginons que le monde soit un théâtre dans lequel vous êtes assis. Dans le monde ancien, on arrive au théâtre, on a une réservation, il faut juste trouver sa place. Voilà. Dans le monde moderne, il y a le théâtre, on n'a pas de réservation et peut-être il n'y aura pas de place. Voilà. Ce qui explique assez largement peut-être l'angoisse des jeunes en la matière. Effectivement, il n'y a pas forcément de place réservée dans le théâtre et donc vous arrivez, vous allez falloir vous poser quelque part. Donc ce sentiment de liberté qu'on considère très fréquemment comme une sorte de grandeur, enfin d'exigence,
il faut avoir aussi conscience que c'est un devoir. C'est difficile d'être libre. Et parfois, il y a des petits coups de fatigue de ce point de vue, du point de vue de la liberté, ce qui engage effectivement la nostalgie de la soumission qu'on peut trouver par exemple dans certaines religions, c'est-à-dire l'idée où si ma vie est régie du matin au soir par une ritualité absolue, qu'est-ce que ça me soulage du poids insurmontable de la liberté. Et donc, notre monde est constamment perturbé, en quelque sorte, mais c'est ce qui fait aussi sa beauté et sa grandeur, par une espèce d'aspiration infinie à la liberté individuelle, et de l'autre côté, la nostalgie de l'époque bénie où nous étions soumis et nous n'avions aucune... Voilà. Et c'est entre ces deux tentations contradictoires qu'il faut arriver à tracer une voie juste et surtout collective. Voilà. Et le collectif, là, nous aide. C'est pour ça que ce qui caractérise les penseurs, les inventeurs des droits de l'homme, l'abbé Sieyès et quelques autres, c'est que dans les discours qu'ils font, ils disent « c'est la société qui nous rend libres ». C'est cette idée toute simple, c'est que voilà, la société nous rend plus libres que si nous étions tout seuls. Et l'illusion dans laquelle nous sommes par des droits de l'individu et d'une extension infinie des droits de l'individu, c'est l'idée que je vais être libre sans, voire contre la société. Et c'est ça, cette illusion qu'il faut arriver à essayer de contrecarrer dans cette revendication d'un individu qui se fait tout seul. Non, l'individu ne se fait pas tout seul. Il a été fabriqué par d'autres et il va devenir lui-même un individu en fabriquant et en aidant les autres à grandir. Voilà, c'est cette logique-là de bon sens, je rejoins l'idée, qui doit vraiment constituer notre pilier. C'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est fondateur. Peut-être une dernière question. Oui, merci. Juste une... Moi, j'ai passé 20 ans à l'étranger, et puis là, je suis rentré en France. Effectivement, ce qui frappe, c'est d'entendre les gens assez négatifs, d'être toujours, avoir toujours une... Alors, toi qui reviens à l'étranger, ça doit être mieux ailleurs. Maintenant, là, ça va être terrible en France. Je dis non, je ne trouve pas ça particulièrement terrible. Je ne vois rien de pire ni de mieux que ce que je vois dans d'autres pays. Mais il y a quand même un mot qui revient très souvent, c'est les anglo-saxons. Et là, je tire le débat un peu vers le bas. Mais les anglo-saxons deviennent une espèce de terme générique du bonheur. C'est là où c'est mieux. On me dit les anglo-saxons, eux, ils ont tout. Ils ont ça, ils ont... et toi qui étais aux États... Là, les anglo-saxons, ils ont... Et là, on est dans une période de crise de ce modèle anglo-saxon. On voit brusquement ces anglo-saxons qui ont tout mieux que la France se fissurer, s'effondrer. Et puis, c'était là où il y avait le bonheur et il n'est plus là. Alors, je voulais voir si est-ce que c'est pas venu le moment de se découpler, même au niveau philosophique, justement, entre cette espèce d'attirance qu'ont eu beaucoup de penseurs par rapport à ce qu'il y avait dans le monde anglo-saxon et américain, évidemment, en particulier, parce que quand on dit les anglo-saxons, souvent, c'est les Américains. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Chantal Delsol d'ailleurs là-dessus. Et voilà, j'arrête là ma question. Elle est peut-être confuse, mais je ne sais pas si vous voyez l'intérêt qu'elle peut avoir. Je n'ai pas cette impression-là, alors je suis un petit peu gênée pour répondre. J'ai plutôt l'impression que les Français ont une espèce de dent contre les États-Unis. D'ailleurs, que ce soit du côté de la droite ou du côté de la gauche, des deux côtés, je trouve qu'il y a une sorte d'anti-américanisme finalement assez féroce. Les Français sont très fiers de leur modèle, qui évidemment actuellement ne va pas très bien, ça on va pas dire le contraire, mais ils sont toujours persuadés que leur modèle est le meilleur du monde et qu'il faudrait juste l'améliorer un peu, trouver plus d'argent, parce que c'est toujours ça. Mais je vais peut-être laisser la parole à quelqu'un d'autre, parce que je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a cette espèce de modèle anglo-saxon qui nous surmonte et nous submerge. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui sont effectivement assez variés. Enfin, ce que vous dites sur l'anti-américanisme, je crois que Jean-François Revel l'avait déjà dit aussi, c'est qu'effectivement, il y a plutôt un anti-américanisme. Moi, je sens actuellement, depuis quelques mois, peut-être un an, la perception quand même dans l'opinion, et c'est plutôt soutenu par des enquêtes, que notre modèle, il est quand même vraiment très fatigué, et notamment sur la question du financement des retraites, des choses comme ça. Il y a des perceptions qui sont d'ailleurs
heureuse parce qu'elle correspond à une réalité financière qui est sévère mais évidente, de soutenabilité de notre modèle qui ne marche plus. Donc je pense qu'il y a quand même un début de remise en question au niveau français de comment ça marche, sans forcément avoir de réponse. Moi, je trouve que les modèles les plus intéressants ne sont pas forcément aux États-Unis, mais plutôt Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, des pays nordiques. C'est là où je trouve les choses les plus intéressantes. C'est aussi là, d'ailleurs, on parlait de liberté, c'est là où il y a le plus de liberté. Liberté politique, liberté publique, liberté économique. Et donc, je trouve que la liberté est un levier puissant, justement, de réponse à ces questions-là. Mais je n'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait un modèle dominant. En revanche, qu'il y ait une recherche de quel est le bon modèle. Et une prise de conscience de peut-être que notre modèle il doit évoluer. Il y en a quelques prémices, je trouve, et j'espère que ça va se développer parce que pour le coup, il y a vraiment un très très gros besoin. Les Français défendent quand même très largement, droite et gauche confondues, notre État social. Au niveau politique, oui. Il y a quelques pays qui ont réussi à conserver leur État social, c'est les pays scandinaves. Ils ont étalé le problème sur la table, ils ont fait des coupes ailleurs. Enfin, ça peut être discutable, bien sûr, mais nous, on n'arrive pas. Mais on y tient quand même. Oui, on y tient. Je ne sais pas à quel moment on sera mis devant l'évidence que ça ne marche pas. Mais donc... Dans ce cas-là, il faudra réfléchir pour savoir comment le conserver, s'il y a des moyens. Absolument. Enfin, en tout cas, le modèle social, notre modèle social, en termes de santé, se compare pas forcément très bien avec beaucoup de modèles sociaux. En termes de retraite, un très mauvais taux de remplacement. Donc en réalité, notre modèle social, les Français sont persuadés qu'ils ont un modèle social magnifique. La comparaison objective avec beaucoup d'autres modèles sociaux, c'est que il est de moins en moins bon, de moins en moins performant, et que objectivement la France s'appauvrit. Et c'est parfaitement documenté, et qu'un pays qui est pauvre ne peut pas avoir de modèle social qui tient. Donc on est dans une impasse qui est vraiment évidente là-dessus. La question, c'est effectivement à quel moment on s'en rend compte, hein, et à quel moment on arrive à le réformer. Le plus tôt sera le mieux, on est déjà très très tard. Ça, c'est une autre question. Je pense que vous en parlerez peut-être vraiment aujourd'hui. Mais... Je pense que ça fait une très bonne transition. En France, tous les chemins mènent finalement aux discussions budgétaires et sur la Sécu. C'est ça qui est assez... Quel que soit le point de départ, on finit. Je propose d'applaudir nos intervenants. Merci beaucoup à eux. Vous avez bien gagné une pause café. Nous nous retrouvons à 11h30, si je ne me trompe pas, avec le général Pierre de Villiers.